En général, le chef de l'État du Cameroun est souvent présenté comme quelqu'un qui ne fait pas beaucoup pour faire rayonner la diplomatie camerounaise. La preuve, c'est que nous avons des postes où les ambassadeurs ne sont pas connus. Le cas de l'Espagne et de bien d'autres. Et même lorsqu'ils sont nommés, on oublie qu'ils existent de ce côté des décennies. À certains postes, il est très peu présent à certains grands rendez-vous sur le sol africain, mais lorsqu'il s'agit des Nations Unies, il prend l'avion en courant pour aller à ces grandes messes. Mais on peut faire le bilan depuis qu'il a commencé à assister à ces assemblées générales de ce que notre pays profite sur le cas du Cameroun aujourd'hui. Le chef de l'État est donc parti hier affublé d'une belle délégation, petite délégation quand même, hein, avec un ministre, le jeune Bellam Bella, mais aussi le DCC. Bon, l'homme a tout fait, hein, avec qui il ne cessait pas presque jamais Martin Bellinga et Boutou, mais aussi le chef du protocole d'État, Simon-Pierre Bikele. Dans l'avion également qu'il accompagnait deux des conseillers, Paul Atangandji, alors que le problème anglophone n'a pas encore trouvé de solution. Il est dans l'avion présidentiel aux côtés de Luc Sinjoun et de bien d'autres personnalités. Mais tout cela pour rien du tout parce que la présence du Cameroun là-bas n'est pas forcément importante alors que nous traversons des périodes particulièrement difficiles. Voici le Zénith édition de ce vendredi pour la dernière de la semaine. Voici tout le panel. Charles Hamel, bonjour. Bonjour Sam Sévérango et bonjour au chef de l'État. J'espère qu'il se porte bien là où il est. Oui, monsieur le chef de l'État, on ne veut plus du bis repetita. On n'a plus que vous consulter déjà pour le poste de Premier ministre. On ne veut plus Fayengo. On est fatigué, on a vu sa gestion. On ne veut même plus chez Yembe. Oui, le PCA du port autonome, on ne le veut plus. On a besoin de Paul Aya Abine, par exemple, là-bas. Laissez-le là-bas pour résoudre ce type de problème. Il maîtrise. Voilà, ça ce sont vos prédictions, mais en général, il ne tient pas compte de ce que pensent les uns et les autres lorsqu'il doit faire ses choix. On attend donc le remaniement, puisque c'est de ça que vous parlez, éventuel, mais on pensait déjà qu'on peut bien s'en passer forcément, puisque l'équipe a depuis longtemps fait la preuve de son apathie. De façon générale, Megui, bonjour. Bonjour Sam Sévérin, bonjour à tous nos téléspectateurs du Zénith. Écoutez, on espère que vous êtes déjà nombreux à nous suivre ce matin encore. Au menu de la revue des réseaux sociaux, on va parler du docteur Pierre-Yves Basson qui entretient le bras de fer, hein, on va dire avec le ministre de la Santé publique André Mamafouda. On va parler également de la CDE, la Camerounaise des eaux, et enfin de Mercy Ships, le bateau hôpital. Bombok Bengan, bienvenue, bonjour sur ce plateau. Bonjour Sam, je salue également l'embarras du gouvernement dans le recrutement de 1000 enseignants scientifiques bilingues. On a lancé l'école bilingue d'application, le lycée bilingue d'application en 79 de Yaoundé de Beya. On n'a pas pensé à former des enseignants bilingues. Aujourd'hui, on en a besoin. On est en train de procéder à des tripatouillages. Or, il n'y en a pas d'enseignants scientifiques bilingues dans notre pays. On va faire comment? Aujourd'hui, nous sommes le 15 septembre, donc on est dans la semaine des martyrs pour le cas de l'Union des populations du Cameroun, mais on parle davantage de démocratie à la faveur de la journée internationale consacrée donc à cette démocratie, occasion d'aller voir un peu si cela est bien implémenté au Cameroun ou alors en Afrique de façon plus générale. La démocratie à l'épreuve du processus électoral, par exemple, c'est l'une des thématiques qui peut être abordée en cette journée, et ce sera au centre d'une conférence débat prévue ce jour à Douala. Et l'un des panélistes, si nous avons beaucoup de chance en raison de ces contingences, pourra être avec nous sur ce plateau. Le temps donc de déclencher l'histoire pour bien commencer ce programme. Avec vous, Tendance. Bonjour. Bonjour Sam, good morning. Any people where see me from today's scandal for quarter of the left besu. Woman the cry, man the talk say, then we are the talking. We no go talking again, me na woman. Scandale au quartier Lorbessou, c'est une femme qui est devenue folle. Son mari a dit, ma chérie, quand je parle, mes ordres ne se discutent pas. Hey, maman, ça a cuit. Le propriétaire de taille Megui, ça a cuit et cuit. Et recuit encore. Monsieur a dit à sa femme que comme c'est déjà la rentrée, comme l'école a repris, et que mes enfants sont à l'école, je ne veux plus voir personne derrière la télé, donc devant la télé. Si un enfant se place au cas où il y a la télé, je mets l'écran là au sol. Donc, chers téléspectateurs, il y a un écran plasma qu'on risque de casser à leur dessous. J'ai même parlé à cette femme, elle a dit, mes enfants ne peuvent pas rester sans visionner. Monsieur est arrivé à la maison hier, il trouve les enfants devant la télé à 19h. Il demande à son épouse que maman, je demande que combien de fois t'ai-je dit que la période de classe, on ne doit pas regarder la télé.
Madame dit, ouais, ben, ils ont regardé la télé seulement un peu. Est-ce qu'ils passent toute la journée devant la télé? Ils doivent se distraire avec la télé, même une à 2 heures de temps. Pourquoi tu me fais de ça un problème? L'homme dit, madame, pas de télévision chez moi. Toi, tu peux visionner, mais pas mes enfants. Donc, les deux sont en train de se tirailler. L'homme dit que si je regarde, je vois encore les enfants à côté de la télé, je mets ça à terre, je crasse. C'est une belle histoire tendance. On va prendre rapidement des commentaires puisque ça tombe bien, nous sommes en période donc de rentrée scolaire. Bon, tout de suite, là, la télévision proscrite ou pas, ou alors simplement le temps d'un week-end. Quelle est votre politique en cette matière? Le temps d'un week-end. Hein, le temps d'un week-end, en période de classe. Oui, oui, tout à fait. Le temps d'un week-end en période de classe. Parce que, en fait, la télévision distrait. Il vient de regarder la télé pendant 3 mois. Et même, je pense même que c'est pendant le week-end que même les télévisions locales ont aménagé des programmes à cet effet. Les distractions des enfants et les programmes varient d'une chaîne à l'autre. C'est pendant le week-end. Et c'est interdit de manière systématique les autres jours. Voilà. Mais Guy, à votre niveau, comment est-ce que vous appréhendez la question? Moi, je ne suis pas pour l'éradication totale de la télé, parce qu'il faudrait bien, même à l'école, il est prévu un temps de pause pour les enfants. Donc, quand ils rentrent à la maison, il suffit juste d'être un peu organisé et de bien repartir les choses. C'est-à-dire que les enfants rentrent à la maison. Ce qui est clair, c'est qu'immédiatement, ils ne vont pas se mettre à retravailler dans leur cahier. Il faut qu'ils se reposent, qu'ils soufflent un peu. Ils peuvent rentrer, ils prennent leur bain, ils mangent, ils prennent leur goûter. Ça dépend de l'heure à laquelle ils reviennent à la maison. Je peux leur laisser en semaine 1 heure de télé. 1 heure de télé pour qu'ils essayent un peu de décompresser. Ensuite, c'est les études, ils se reposent un peu. Le soir, ils mangent et puis ils vont au lit. Alors, depuis son avènement, la télévision, Charles Hamel, quelle est sa place dans nos foyers aujourd'hui? Parce que d'autres sont plutôt assez radicaux, hein, je parle des parents, qui n'acceptent pas du tout de télévision pour les enfants quasiment, quelle que soit la période. Hein. Alors, Femme Sévérin, de la même manière que je le dis toujours que l'occidentalisation est venue tuer l'Afrique, je resterai dans cette même logique pour vous dire que tout comme le téléphone portable, la télévision, l'Afrique n'était pas prête. L'Afrique n'était pas prête et je pense, pour rester dans cette logique, et m'inscrire dans la logique de ces messieurs qui n'ont pas besoin de télévision pendant la période des classes. Le travail est loin de nous 3 grands mots. Le vice, l'ennui, le besoin. L'instruction est loin de nous 3 grands mots. La paresse, le vagabondage et la débauche. Ce que offre la télé à travers ses contraintes, à travers son agressivité publicitaire, à travers la mauvaise orientation des programmes. Regardez les télévisions occidentales. Lorsqu'on annonce les congés, vous voyez des programmes télé par rapport aux congés. Sur la piscine, Koh-Lanta, gna 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 et tout et consorts, on fait rêver la jeunesse parce que c'est la période des congés. Lorsque c'est la période des classes, on s'arrange à harmoniser la qualité des programmes pour permettre aux jeunes de savoir qu'ils sont dans une période de classe. Donc ça suppose, Sam Sévérin, que nous avons des médias au Cameroun qui ne tiennent pas compte de cela, qui n'ont jamais changé leur grille de programme, qui n'adaptent même pas leur grille de programme aux réalités, au contexte camerounais, raison pour laquelle, pour pouvoir permettre à votre enfant d'assurer, d'avoir cette réussite et d'avoir les 3 C, connaissance, savoir comme connaissance, savoir-être et savoir-faire, vous avez besoin de les éloigner de cela pour le vendredi, c'est-à-dire le mercredi, les activités ludiques, le tennis, le sport, la lutte, le karaté, le taekwondo, tout ce que vous voulez, ou la marche, ou le jogging. Le vendredi, repos, balade. Samedi, on aide maman à la maison, on lave les tenues le soir. Dimanche, on se prépare à faire ses devoirs pour démarrer la rentrée scolaire. Voilà, bon, on peut revenir sur le contenu même, puisque quand on parle de télévision et des enfants, il y a des programmes appropriés. D'ailleurs, Charles Hamel évoquait les télévisions occidentales qui ont commencé par introduire dans les chaînes de distribution des télévisions exclusives pour les enfants. Que doivent même d'abord consommer les enfants en matière de télé? Ce sont les TJ, manga, Disney Channel forcément, ou alors les séries télévisées, parce qu'on voit de plus en plus même des adolescentes aujourd'hui qui s'adonnent à regarder les choses que regardent les aînés aussi. Sam, lorsque l'école des Blancs est arrivée en Afrique, on a réajusté notre comportement. Nous avons 3 choses. Il n'y a de richesse que d'hommes, c'est la première chose en Afrique. Lorsqu'on a les hommes,
on doit les modeler pour qu'ils aillent à la conquête du monde et, j'allais dire, même en compétition avec les autres. Donc, et après, il faudra les faire asseoir, c'est-à-dire les dire, voilà vos racines, vous devez être ici. Donc, c'est ça quel type de télé donc pour nos enfants africains? Vous avez pris Tiji, tout ça. Moi, je ne connaissais pas Sangoku. C'est justement mes enfants qui m'ont appris qu'il y avait quelqu'un que j'appelais Sangoku. Et effectivement, avec eux, je me suis mis à regarder certains programmes, effectivement, pour trier. Chez moi, on ne discute pas. Il y a ces Tiji, il y a le Sangoku, il y a un certain nombre de devises que je les achète. Mais également, en période de classe, c'est systématique. Il y a des programmes de télévision camerounaises, et je dirais même africains que je choisis. C'est-à-dire pendant les week-ends. Je dis de lundi à vendredi, c'est interdit. On peut aussi encourager nos enfants à regarder des programmes de sciences, par exemple. Absolument. Il y avait donc science, il y a une chaîne qu'on appelle Science et Vie, quelque chose comme ça, et une chaîne qui est consacrée aux animaux. Et là, on les regarde et chacun a l'obligation de me faire un compte rendu de ce qu'il a vu pendant le week-end. J'ai dit bien l'obligation, c'est-à-dire que ça complète leur éducation, y compris ceux qui sont à la maternelle. Quand ils regardent Tiji, je rentre, ils me disent. Et d'abord, leur maman est d'abord maîtresse. Mais lorsque la maman regarde un téléfilm, ils ne sont pas là, ils sont dans la chambre. C'est systématique. Quels sont les goûts, normalement, que vous souhaitez voir appliqués en matière de télé pour les enfants? Manga. Le dessin animé ici qui chantait « Viens, viens ». Mais tout ça, ça vient de l'Occident. Bon, parlons des télés africaines. Rien de bon. Si oui, encore le 20h sur Equinox Télévision. Non, pour les enfants. Pour les enfants. Pour les enfants, oui. Si c'est les chaînes africaines, rien. Parce qu'à 18h, on montre, on fait le... Vous tournez même les faux trucs sans sens. Il y a les bouts de chou. Il y a l'émission qu'on peut me regarder. Oui, je peux conseiller à mes enfants de regarder les bouts de chou parce que c'est une émission sur Equinox Télévision. Parce que l'enfant, en regardant l'émission Bout de chou, peut même interpréter, peut danser, peut connaître le nom de sa maîtresse, peut connaître qu'on ne peut pas, on n'insulte pas les gens, comment on dit bonjour aux gens. Mais des deux ensemble, les hommes aiment il y a certains hommes qui aiment les faux problèmes. Je ne peux pas être en train de visionner, mes enfants sont isolés dans la chambre ou encore isolés à la salle d'études. Tout ça, c'est l'organisation, comme Megui a dit. Organisez-vous, l'enfant qui va réussir, même si vous ne mettez pas la télé, il ne va pas réussir. Même si vous mettez la télé, il ne va pas toujours réussir. Ça veut dire quoi? Cher mari, cher petit frère, cher beau-frère, laissez-nous les bracata ou encore les chaptala. L'enfant ne visionne pas toute la journée, l'enfant visionne un peu. Est-ce que l'enfant a visionné beaucoup? Quand on apprend même trop, on devient fou. La majorité des gens que je connais dans ma vie, que j'ai vu, que jusqu'à présent partent à l'école, devant moi, ils sont un peu mentolés, pour certains. Donc un enfant veut visionner, laissez le temps, ne touffez pas les enfants, ne les stressez même pas. L'enfant va rentrer de l'école, lui, il se reposer. Après avoir mangé, l'enfant se repose. Dès qu'il se lève là, il visionne même 1 à 2 heures de temps. Ce n'est pas toute la journée. Quand vous compressez l'enfant, l'enfant commence à se balader au quartier et on vous insulte demain ou après-demain. L'enfant passe chez la voisine prend ta main, ta vie, elle commence à dire aux gens du quartier que maman, la femme, son enfant passe le temps à visionner ici. Je n'aime pas le qu'est-ce qu'on avait dit sur mon nom. C'est quand j'avais mes 25 ans là que j'étais encore dans le Congo, ça, on a dit que du moment où j'ai le souffle et que j'ai l'écran placement à la maison, où mes enfants peuvent visionner, ils ne comprennent pas pourquoi mon mari va me faire les problèmes jusqu'à me dire qu'il va casser l'écran de plasma. Reviens sur terre. Très bien. Oui, Megui. Moi, je voudrais dire que, vous savez, les enfants, il y a ce qu'on néglige beaucoup chez nous ici, la psychologie. Les enfants, généralement, ont des problèmes, mais quand les parents ne sont pas ouverts au dialogue, on a des parents qui sont extrêmement stricts et dont les enfants ne peuvent même pas les approcher pour leur soumettre, je ne sais pas, leur dire qu'ils ont un souci ou pas. Il ne s'agit pas ici, il ne faut pas frustrer les enfants. Parce que même dans les écoles aujourd'hui, il y a de la télé. Ça dépend des classes. On a des plus petits qui sont en moyenne section, en grande section. Il y a la télé, il y a des programmes d'éveil. Quand on dit qu'on supprime la télé, moi je ne suis pas d'accord parce qu'il y a des programmes qui sont assez instructifs pour les enfants. Donc il est question ici de savoir choisir pour le parent. Imaginez un enfant qui rentre de l'école à 13h. Je suis désolée, de 13h à 20h, il ne va pas rester là à apprendre. Il ne va pas passer son temps non plus à dormir. Mais à une époque, nous on a grandi sans télévision. Non, mais le problème, pourquoi ça devient comme si on a grandi. Pourquoi se passer de la télévision? Vous pouvez vous passer de votre téléphone.
Il y a une époque où on a... Laissez-moi aller jusqu'au bout. Je suis désolée. À une époque, on était sans téléphone. On s'en passait bien. Mais aujourd'hui, on a des téléphones. Et il est difficile, je dis, pour un adulte de se retrouver aujourd'hui sans téléphone. Voilà, on sort de ce sujet parce que vous savez que la télévision, bien, c'est quelque chose qui ne peut pas... Je peux aller jusqu'au bout. J'ai quand même plus le temps, il faut qu'on évolue. Oui, vous terminez. Alors, moi je pense, Sam Sévérin, qu'aujourd'hui, au vu de l'extrême violence qui est diffusée dans ces chaînes, comme Manga avec les mutations, il a muté, il est devenu super guerrier et tout ça. C'est une extrême violence qui change même le comportement psychologique et physiologique de l'enfant. Il faut revoir ça. Nous avons eu à notre époque, Sam Sévérin, les bandes dessinées comme Kimbo. On a eu les bandes dessinées comme Kwako, avec Rita, avec Kirikou, Chaka Zulu. Et c'est là où je dis que le ministre de la Culture doit démissionner. Il doit démissionner parce que c'est là où on l'attend. Aujourd'hui, on a les 3D. On peut sortir des bandes dessinées sur l'histoire de Douala Mangabel, sur l'histoire de, comment on va dire, de Ernest Wandier, de Ruben Ounyobe. On peut raconter cela et distiller cela aux heures de 18h, aux 16h, comme on montre à nos enfants. Mais c'est toujours la télé, non? Alors, je dis, mais non, ça c'est instructif. C'est toujours la télé. Vous pouvez acheter. Non, vous ne m'avez pas. Normalement, je ne suis pas d'accord. Sam Sévérin, j'étais en train de faire un développement, vous m'avez coupé. Et ça ne se fait pas. Et vous choisissez de le couper. Non, c'est pas gentil. C'est pas gentil. Vous m'avez dit tout à l'heure qu'il n'y avait plus de temps. Donc je disais, ce n'est pas normal. Voilà. Allez-y. Voilà, non, il est question, qu'on s'entende bien. On est à l'écoute des enfants. Lorsqu'on inscrit l'enfant à l'école à 3 ans, on a demandé son avis. Est-ce qu'on est sûr qu'on l'a frustré ou pas? C'est précisément, nous sommes à l'éveil du monde. On sait que nos enfants auront comme concurrents les Coréens, les Canadiens, les Américains. C'est tout à fait normal que le week-end, ils regardent les TJ, ils regardent un certain nombre de choses qui pourront s'arrimer avec ce qui se passe de l'autre côté. Mais également, pendant les week-ends, ils devaient regarder la télé. Ça ne peut pas dire qu'on l'a frustré. Pendant toutes les vacances, ils regardent la télé, mais en choisissant chaque fois des émissions, comme il l'a dit, des émissions pour enfants. Même, je partage le point de vue de Charles Hamel qui dit, effectivement, si on avait orienté les télévisions nationales avec les histoires de nos héros et tout. Comme aujourd'hui, je n'empêcherai pas mon enfant, même s'il est au cours préparatoire ou cours élémentaire de première année, de regarder par exemple une histoire de, je ne sais pas moi, on parle aujourd'hui, vous avez fait allusion de King et Abel. Par exemple, voilà, mais à quoi lui servira de Gaulle? Ou je ne sais pas moi les Gaulois. Non, je dis c'est non. Voilà, on peut également considérer que ça ne peut pas forcément être quelque chose d'indispensable. Hein. Les enfants peuvent se passer de télévision dans certaines circonstances et se consacrer à autre chose pour une meilleure éducation aussi, parce que la télé, dans l'ensemble, pervertit. Il ne faut pas qu'on se cache. Voilà, on va partir à la colère pour reparler de la question des accidents de nos routes. Je m'interroge ce jour sur la question des accidents. Après la sortie du ministre Tiroma, porte-parole du gouvernement, qui a porté à 4190 cas d'accidents de janvier à août, on en a enregistré 6 encore sur l'étendue. Donc, monsieur le ministre, il faut revoir. Pourquoi y a-t-il des accidents? Combien de gens meurent par an? À quoi aura servi le plan global de la décennie d'action pour la sécurité routière 2011-2020? À quel niveau nous sommes-nous? Rappelons-nous que ce plan global visait à baisser de manière drastique à 600 morts le nombre de personnes tuées par an des suites d'accidents de circulation au Cameroun. À quoi aura servi le numéro vert 8204 lancé en grade pompe par Alain Edgar Mbengo au fin de signaler tout accident de la circulation, de dénoncer tout comportement inapproprié des automobilistes, excès de vitesse, dépassement dangereux, surcharge de passagers, téléphone au volant, état d'ivresse au volant et des agents de police routière, corruption et arnaque. Jusqu'à ce jour, monsieur le ministre des Transports, on est à quel niveau? À quoi aura servi l'ensemble des numéros courts et numéros de téléphone collés dans les gros porteurs des agences afin de signaler tout dépassement et conduite du chauffeur pendant le voyage? À quoi aura servi le système de tracking utilisé par les responsables d'agence aux fins d'assurer le contrôle des chauffeurs? À quoi servent toutes ces patrouilles mixtes
qui jonchent les grands carrefours de nos nationales, obligeant les passagers à descendre notamment pour un éventuel contrôle au lieu de contrôler plutôt les chauffeurs. Je me demande pourquoi est-ce qu'il y a plus ou de plus en plus des accidents sur nos axes routiers. Je m'interroge sur le pourquoi est-ce que l'année 2017 sera la plus mortelle en termes d'accidents. Comment comprendre le fait que le code de la route soit négligé par pas mal de personnes alors qu'elle est la première chose à respecter? Comment comprendre que beaucoup d'accidents se font sur la route avec les victimes qui ne soient déclarées nulle part? Comment comprendre le fait que la prise en charge d'accidentés soit encore extrêmement difficile dans l'état des choses? Comment comprendre l'extrême retard accusé dans la détection des accidents et l'insuffisance des soins administrés aux accidentés après un accident? Comment comprendre que tous les jours, plusieurs personnes soient arrachées à l'affection de leurs parents, proches et amis sur les routes du Cameroun sans que cela n'émeuve grand monde? Quel est le rôle du ministère des Travaux publics, des Transports, de l'administration territoriale, de la Défense et j'en passe dans ce bal de Maccabée? Comment comprendre le fait que les routes au Cameroun tuent à longueur de journée? Comment comprendre ce laxisme des autorités administratives, la libre circulation des voitures poubelles, les contrôles techniques fictifs, les conducteurs indisciplinés qui prennent parfois des risques ahurissants, la présence d'une police préoccupée de raquets et à la violence aveugle envers le peuple? Comment comprendre l'impraticabilité de nos routes, la non matérialisée de nos voies, le non-respect du code de la route principalement par les usagers, la conduite en état d'ébriété, le laxisme des forces de police et de gendarmerie généralement corrompues? Comment comprendre que l'état technique de la majeure partie de certains véhicules soit majoritairement caractérisé par l'usure des pneus, la défense des systèmes de freinage, la complaisance coupable des agents chargés d'assurer la visite technique des véhicules? Comment comprendre le fait qu'en toute impunité, certains agents doublent par la droite, en côte, sur la côte, dans les virages, tout en ignorant le code de la route? Comment comprendre le fait que les morts de François Foning, le sous-préfet de Dibombari, et j'en passe, n'est servi à rien? Savez-vous qu'entre 1982 et 2000, nous avons eu 84 473 cas d'accidents de la route enregistrés au Cameroun? Savez-vous que nous avons enregistré un total de 3862 accidents en 2005, 1091 morts en 2006, 3343 en 2008 et 3503 en 2010. Savez-vous que d'après l'OMS, les routes camerounaises sont la deuxième cause de mortalité après le paludisme, avec 1900 personnes tuées et plus de 6000 blessés pour la seule année 2010. Savez-vous que nous avons eu 3088 cas d'accidents en 2016 pour 1102 morts? Savez-vous qu'entre janvier et août 2017, on a dénombré 4196 accidents de la route, dont 179 mortels? À quand la mise sur pied du Haut Conseil de la Santé au Cameroun pour nous aider à nous en sortir? Oui, c'est vrai qu'en matière d'accidents, dans la plupart des pays, cette réalité, elle est indéniable, aussi même dans les pays développés. Bombok, même quand toutes les conditions sont réunies. Donc le taux de mortalité varie d'une année à une autre. Bon, on va commencer quand même pour le cas du Cameroun par évoquer la protection civile. Lorsque surviennent les accidents, parce qu'on a écouté Madame Yap Mariatou qui s'occupe de ce secteur au ministère de l'administration territoriale récemment, pour nous dire qu'ils avaient envisagé de très bonnes mesures pour sensibiliser les populations riveraines en cas de survenue d'accident, les attitudes à avoir. Nous avons les sapeurs-pompiers également qui interviennent. On a vu même dans le cadre d'un accident survenu autour d'un immeuble, les sapeurs-pompiers arrivaient très très tard. La protection civile, la prise en charge des accidentés déjà, est-ce qu'elle répond aux normes chez nous? Non, elle ne répond pas. Il faut d'abord, comment je vais dire, faire comprendre que madame, y compris son patron, le ministre, ils avaient dit clairement que nous n'avons pas de mesures de protection civile en cas de catastrophe. Donc ils attiraient l'attention des Camerounais sur le fait que méfions-nous, évitons qu'il y ait des catastrophes, ou alors attendons peut-être de gérer les catastrophes naturelles. Mais les catastrophes qui peuvent être générées par l'homme, par nous les citoyens, essayons de les éviter parce que nous n'avons pas les moyens de nous en sortir. Voilà un peu comment il résumait la situation, précisément pour dire, comme vous semble, qu'à ce moment-là, l'État, le gouvernement camerounais n'a plus les moyens. Le ministre même de la Défense en charge, le ministère délégué de la Défense en charge de la gendarmerie vient encore de le dire dans certains de nos confrères, le journal qui est apparu aujourd'hui, pour dire que nous ne pouvons pas. Il ne l'a pas dit clairement, il a dit en termes exacts que nous allons améliorer
les accidents, diminuer le taux d'accident. Diminuer comment? Les mesures, ils ne les donnent pas. Précisément, Charles Hammer relevait tout à l'heure le code de la route. Mais on parle du code de la route quand il y a la route. Donc c'est pour cette raison que, par exemple, vous avez pris l'exemple des pays européens, il y a l'accident, mais à ce moment, on sait que non, l'accident qu'a causé Mbombo, il était en état d'ébriété. On va donc attirer l'attention des conducteurs sur le fait que, méfiez-vous, pendant votre rentrée des vacances, là, on a remarqué que les citoyens se livrent dans l'alcool. Ou alors, ceux qui entrent en plein des autoroutes, avec les excès de vitesse et tout, vont leur dire, mais non, méfiez-vous. Et là, les radars vont faire le tour et vont diminuer. Chez nous, nous n'avons pas de route. Les peu de routes, alors les pistes cacaoyères que nous avons, sont agrémentées de trous. Donc, quel code? On appellera seulement à la conscience de chacun. Parce que l'État lui-même nous dit, je n'ai pas le moyen de vous protéger. Donc, il nous appartient à chaque citoyen de dire, je ne veux pas mourir sur la route. Vraiment, que Dieu me protège. Moi-même, je prends des mesures subséquentes. Bon, finalement, Megui, au détour de l'argumentaire d'un bon box, c'est chacun qui doit finalement donc se prendre en charge, faire preuve de précaution à son niveau. Tout à fait, il faudrait que chacun fasse preuve de précaution. Parce que on a des réalités irréfutables dans notre pays. Le mauvais état de la route, on n'a presque pas de signalisation. On sait très bien la mafia qui se passe au niveau de l'obtention des permis de conduire. Donc même à l'auto-école, on vous dit qu'il faut être prudent pour deux. C'est-à-dire que vous devez être prudent déjà à votre niveau et vous dire que celui qui est devant vous et derrière vous ne sait pas conduire. Parce que ça peut être un enfant qui a pris la voiture de son père, qui ne sait pas tout à fait conduire, ça peut être, voilà. Donc, il faut être vraiment prudent, ne pas se dire que oui, je conduis, j'ai la priorité à droite, donc je dois à tout prix. Non, il faut être prudent. On a des camionneurs qui laissent leur voiture garée en plein axe lourd sur le côté, sans vraiment prendre des précautions pour que les personnes qui arrivent soient prévenues à temps de ce qu'il y a un véhicule qui est garé. On a vu des accidents comme ça où il y a des conducteurs qui sont allés se retrouver sous des camions qui étaient juste garés. Il y a des gens qui... Vous ne pouvez pas prendre la route quand vous savez que vous ne vous êtes pas assez reposé. Après, vous sommeillez au volant. C'est l'espace d'une seconde, 2 secondes et tout est fini. Donc vraiment, au-delà de tout ce qu'on peut réclamer à notre État en termes d'infrastructure, de sécurité, il faudrait que nous-mêmes, individuellement, qu'on fasse attention. Oui, tendance, la récurrence des accidents de ces derniers temps, on en a encore dénombré en début de cette semaine ici à Douala. J'ai dit que quand je pense à ça, Sam, si tu n'as pas encore perdu une personne sur un accident, tu ne vas même pas savoir ce que ça fait. Et moi, je dis souvent que, même quand je fais mes prières, je dis, Seigneur, si mon jour arrive, rends-moi doucement. Soit il me couche sur un lit comme ça, demain, le couscous au second, on me donne, je meurs. La mort par accident fait mal. Et je vais alors me rapprocher du comportement de nos frères et sœurs camerounais. Quand vous voyez une personne ou encore des gens qui sont accidentés, cessez de prendre le téléphone pour filmer, être les premiers à montrer sur les réseaux sociaux. Ça ne nous aide pas. Quand quelqu'un vient de faire un accident, si vous venez, si vous portez la personne, vous l'amenez dans un centre de santé, Dieu peut opérer les miracles, la personne vit. Mais quand vous prenez le téléphone, vous filmez, oh, je vais être le premier à diffuser dans le Cameroun, sur le Cameroun, tout le monde va savoir que c'est une personne qui a montré, ça fait très mal. Et si d'être ensemble, ça fait en sorte que quand ta personne voyage, tu pries, tu dis Seigneur, fais en sorte que la voiture que ma personne a empruntée arrive dans les bonnes conditions. Fais en sorte que tous ceux qui sont dans la voiture là arrivent dans les bonnes conditions. Quelqu'un même deuil comme ça pour l'assister, tu as peur. Toi-même pour prendre leur seul loup, tu as peur. Tu entends qu'il y a un accident, tu dis Seigneur, qui fait que personne n'est mort. Mais malheureusement, on entend toujours qu'il y a des morts. Et les patrons des agences qui recrutent les gars, ils leur demandent de faire 20 tours par jour parce qu'ils vont leur donner les primes. Faites attention. Très bien. On va clôturer la chronique par vous, Charlamagne Batchou. Alors, Sam Sévérin, il faut dire que ce qui occasionne généralement cela sont de 5 ordres. Je commence par le premier. Le véhicule de l'information. Comment est-ce que les différentes informations sont véhiculées lorsqu'il y a accident de la circulation? Lorsque vous appelez par ces différents numéros, jamais on ne vous prend.
Vous appelez, on vous posera la question de savoir vous êtes où. L'accident s'est produit à quel niveau. Oui, attendez, on prépare les équipes, on va appeler à telle équipe qui est en telle position, qui va vous retrouver, qui va vous rallier. Généralement, ça arrive tard. Deuxièmement, qu'est-ce que les gens font? Ils appellent un frère. Au lieu d'appeler, ils appellent un frère. J'ai fait l'accident, au lieu de tout faire pour avoir ces numéros de secours, je commence par appeler, bon, l'organisation vient de faire un accident à tel endroit, il y a ici, il y a ça. Problème de véhicule d'information. Deuxième point, on avait parlé de la question de surveillance vidéo. On s'attendait à ce que sur tous les actes, il y ait une surveillance vidéo qui serait capable de rendre compte à temps et à contre-temps d'un quelconque bouchage, d'un embouteillage complet et de savoir d'être en temps réel informé. L'absence des relais. Comment se fait-il que lorsque vous avez un accident à Manga, un accident à Souza, un accident à Djombe, Penja, Lung, Tambel, il faudrait qu'on parte de Douala ou Yabassi, que ce soit Douala, les sapeurs-pompiers qui partent de Douala pour venir intervenir. Ça prend combien de temps? Absence de relais. Pas d'ici EDA, si vous avez un accident de EDA, Boumiébel, vous avez un accident, ce sera difficile pour les sapeurs-pompiers d'arriver. La qualité, ça me sera pour les populations devenir des braqueurs et des reporters d'un jour. Lorsque vous avez un accident, au lieu qu'on vous sauve, ces populations se retrouvent à vous fouiller, à vous braquer, à prélever des images. Les matériels obsolètes, en Europe aujourd'hui, on fait le sauvetage par hélicoptère, on fait le sauvetage avec des yachts. Est-ce que s'il faut sauver quelqu'un par le réseau fluvial, on ne peut pas remonter avec un yacht ou avec un yacht pour aller sauver une chaloupe, pour aller sauver par exemple quelqu'un qui se retrouve endommagé? Est-ce qu'on peut pas aménager là? Ou des hélicoptères? Nous avons la qualité de visite technique, le contrôle des axes accidentogènes par le peloton, on connaît, c'est déjà répertorié l'ensemble des axes où il y a trop d'accidents et je crois qu'à ce niveau le peloton devait circuler. Donc voilà pour moi, je dis les cas, et tant qu'on n'aura pas résolu cela, on restera toujours. Merci beaucoup, on va aller accueillir notre invité. Bon, vous allez dire juste quelques dernières paroles sur le phénomène des accidents récurrents de ces derniers jours au Cameroun. Non, ce que j'ai dit en premier, c'est que c'est le citoyen qui doit se prendre en charge. L'État nous vient de nous dire qu'il n'a plus le moyen de le faire, de nous protéger véritablement. Donc quand ça vient du ministre de la Défense en charge de la gendarmerie, quand ça vient du MINAT qui vous dit que la protection civile n'est pas là, quand le ministère de la Santé n'a pas amélioré les hôpitaux des districts pour accueillir les accidentés, vous allez voir, accidentés à Pouma, à Boumiébel, je ne sais pas moi, en Djombe Penja, il n'y a pas d'hôpitaux qui puissent vous accueillir. Là, c'est le citoyen qui doit, il a son Dieu, il a sa conscience, il va se dire, je dois me protéger. Parfois, même quand tu conduis, tu te dis que tu conduis bien. C'est quelqu'un qui part derrière, il vient là te brutaliser. Soyez prudents sur nos routes, ne buvez plus avant de conduire. Ne fumez plus le mbanga avant de conduire. Waouh, vraiment, quand les Camerounais meurent comme ça, vous-même, nous sommes d'abord combien de citoyens, de Camerounais, avant d'aller mourir encore par accident? Non, quand même, c'est des personnes, c'est les enfants que les parents laissent orphelins. C'est les veuves que les maris laissent, les femmes qu'on laisse veuves. C'est les veuves que certaines femmes laissent, vraiment. Soyons conscients. On parle comme ça, je parle comme ça, ce n'est même pas bon à rire. Des gens restent au quartier, parlent, ils rient, mais ce n'est pas bon à rire. Soyez conscients pour tout ce que vous faites. On parle comme ça avec la merci beaucoup, Tendance. On a dit en début de ce programme qu'on devrait parler un peu de démocratie puisque nous sommes à la journée internationale consacrée à cela. Nous avons donc allé recevoir notre invité qui arrive dans le cadre de cette thématique qu'il doit développer ce jour à Douala. La démocratie, qu'est-ce que c'est? Ce système de gouvernement qui consacre la prégnance du peuple souverain. Quel est son rapport avec le processus électoral camerounais? On va essayer de déblayer le terrain avec l'ensemble du panel. Le professeur Claude Abbé, qui est sociopolitique, sociologue, enseignant, leader d'opinion, qui n'est plus à présenter. Bienvenue, bonjour professeur. Bonjour Monsieur Sam Séverin Go et bonjour à l'ensemble des participants à cette émission ainsi qu'à vos téléspectateurs. Voilà, on va donc aller au pas de course, puisqu'on a essayé de planter le décor. Pour vous, la démocratie au sens premier, est-ce qu'il y a une démocratie à l'africaine ou encore une démocratie occidentale appliquée à l'Afrique, finalement? Alors, je me méfie toujours de tout ce qui prend des adjectifs, c'est-à-dire démocratie à l'occidentale, démocratie à l'africaine. Il faut savoir qu'il y a des valeurs cardinales qui construisent chaque société. Chez les Occidentaux, il est possible que la majorité, c'est-à-dire que la démocratie prenne la forme de la dictature de la majorité. Dans le contexte de l'Afrique traditionnelle,
la démocratie est la quête du consensus pour une harmonie fonctionnelle de la société. Et donc, de ce point de vue-là, vous vous rendez compte que ce soit dans l'un ou dans l'autre cas, on est toujours à la quête d'un mécanisme qui permette l'expression de la volonté populaire. Voilà, Megui, une question pour notre invité. Oui. Je voudrais lui demander, est-ce que vous pensez que la démocratie véritablement c'est une bonne chose pour les peuples d'Afrique? Quand on voit tout ce qui se passe au nom de la démocratie, qui ne serait pas respecté par nos chefs d'État. Alors ça fait beaucoup de choses à la fois. La démocratie en elle-même, quand vous demandez si ce n'est pas si c'est une bonne chose pour l'Afrique, c'est demander à l'Africain si être africain est une bonne chose. Parce qu'en fait, la démocratie est consubstantielle au mode de vie de l'Africain. Et à ce titre-là, ce n'est pas une question qui se pose. Maintenant, le modèle d'opérationnalisation, de mise en œuvre de la démocratie auquel on assiste depuis le retour au multipartisme dans la décennie 90, le début de la décennie 90, nous indique que on est rentré dans une formule où c'est la cosmétique institutionnelle, pour être beaucoup plus simple, c'est-à-dire on met en place un certain nombre d'institutions, mais dans le fond, il n'y a aucune ingénierie qui montre que on est sérieux dans ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire qu'il manque un fond culturel, il manque un fond de sérieux, un fond d'adhésion, de socialisation dans la logique de ce bien-là. Parce qu'il faut savoir qu'au-delà des institutions, la démocratie est aussi une culture. Et que c'est un bien à consommer. Et justement, puisque vous en parlez comme étant une culture, il faut le dire, parce qu'un peuple, on dit l'enfant est le père de l'homme. Dans nos familles africaines, déjà, on ne peut pas parler même déjà de démocratie, parce que ce n'est pas à 30 ans que quelqu'un va venir découvrir la démocratie, parce que c'est quelque chose de fondamental, c'est quelque chose qu'on inculque déjà. Vous avez des familles africaines où on ne peut pas parler de démocratie parce qu'on sait très bien que les parents, c'est les tout-puissants. Quand ils disent on ne doit pas regimber, peu importe les décisions qu'ils prennent, les enfants ne doivent pas dire non. Donc, alors quand des enfants grandissent avec cet esprit, comment est-ce que... Cette thèse est difficile à recevoir de ma part, pour une raison fort simple. Le parent a besoin de montrer à l'enfant un certain nombre de modèles. Et ces modèles-là, nécessairement, dans toutes les sociétés, on a un modèle simple qui participe à l'éducation de tous les enfants. C'est le modèle de l'ascension. Et en dehors de l'ascension, il y a une sorte de don ou de gain qu'on donne à celui qui a pu réaliser ce qu'on attend de lui, que ce soit les sociétés occidentales comme les sociétés africaines. C'est les deux modèles, c'est-à-dire on fait des reconnaissances à celui qui s'est conformé aux normes que l'on donne. Maintenant, quand on arrive au niveau de la marche de nos familles, je ne connais pas de famille africaine où un parent s'assoit, il a ses enfants qui ont atteint l'âge de la majorité et il décide, voilà ce que nous allons faire, je vous ai appelé juste pour vous informer. C'est une affaire où le père, d'ailleurs, vous allez vous rendre compte de cela, dans les sociétés traditionnelles africaines, l'on le dit d'une manière beaucoup plus claire. Quand votre fils a atteint un certain âge, il n'est plus votre fils, il est votre frère. C'est-à-dire qu'avec lui, vous avez désormais des rapports horizontaux qui ne sont plus des rapports de verticalité. Et donc, pour moi, l'affirmation selon laquelle les familles africaines ne sont pas fondamentalement démocratiques est une affirmation. Revenons sur la démocratie vue sur le prisme politique pour parler des peuples africains. Mbok Bengan avec forcément beaucoup de récriminations contre cette démocratie. À la camerounaise, par exemple, vous avez pu inventorier quelques-unes de ces choses-là qui empêchent qu'on puisse parler de véritable démocratie au Cameroun. Oui, tout à fait. Je voudrais en discuter deux avec le professeur. D'abord, la première au niveau de le cadre institutionnel. Bon, on nous fait observer, professeur, je ne sais pas, vous allez nous rectifier si ce n'est pas vrai, la Constitution qui réglemente tout, elle semble être inféodée à la loi. Quand je le dis, je m'explique. Par exemple, on vous dit une institution comme le Conseil économique et social,
Il n'est pas défini dans la Constitution. On vous dit c'est la loi qui va nous donner comment le fonctionnement de la Constitution. On parlait des autres choses, on va nous référer à la loi. Est-ce que ce n'est pas une manière pour nous de plomber la démocratie? Donc on ne connaît pas véritablement le nombre, comment je vais dire ça, la date des élections, on ne connaît pas un certain nombre de choses, on va se référer à la loi alors que la Constitution aurait pu donner un cadre global de tout. Justement. Mais c'est justement le rôle de la Constitution de donner le cadre global, parce qu'en réalité, dans votre démarche, vous avez à la fois des questions et des réponses. Le rôle d'une Constitution est de mettre sur pied le cadre global. Et la Constitution n'a pas pour vocation de répondre dans le détail à chacune des questions. C'est pour cela que dans la hiérarchie des normes, une fois que la Constitution a prévu, on se dit, elle prévoit aussi qu'une loi réglementaire va rendre opérationnel... Comment est-ce que la Constitution, celle du Cameroun, en vigueur, a-t-elle défini le mode démocratique camerounais? Vous savez, toutes les constitutions, quand on veut parler de démocratie, il y a d'abord la question de la division, de la séparation des pouvoirs. Là aussi, il faut savoir que ce qui est déterminé dans la Constitution, dans le cas du Cameroun particulièrement, il va falloir faire un distinguo entre ce qui est dit dans la Constitution et ce qu'on voit en pratique. Voilà. Parce que, je vous l'ai dit, il y a un cadre, il y a ce que je pourrais appeler, on a inventé un modèle dans beaucoup de pays africains qu'on pourrait appeler la démocrature. La démocrature qui est quoi? C'est un habillage sur le plan institutionnel, démocratique, mais dans le fonctionnement qui renvoie à une forme de dictature. Bon, l'autre chose que je voudrais convaincre, regardons là dans la séparation des pouvoirs, là où je vous justement, j'en venais. Voilà. Dans la séparation des pouvoirs, vous allez vous rendre compte que le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par l'exécutif et par le responsable de l'exécutif. À partir de là, ça pose un problème. Quand on sait que la carrière des magistrats se décide à l'intérieur de ce Conseil supérieur de la magistrature, ça pose un problème de la séparation des pouvoirs en soi. On pourrait encore avoir peut-être un certain nombre de choses à redire sur le plan opérationnel dans les rapports entre le législatif et l'exécutif. Et là également, on va se rendre compte que c'est des choses à parfaire pour qu'on arrive effectivement... Et je vais terminer par là. Il faut qu'on aille vite. Je vais terminer par là, si vous permettez, parce que c'est par là où on a commencé. Oui, parce que les autres le peuple dans tout ça, dans les votes des représentants, est-ce que vous acceptez que la démocratie camerounaise qui ne voudrait pas, par exemple, que Claude Abbé soit porté candidat à députation sans passer par un parti politique? Ça aussi, c'est une question qui est un gros problème dans le contexte du Cameroun, c'est-à-dire les candidatures indépendantes. Et le code électoral d'avril 2012 prévoit la seule et unique possibilité pour la présidentielle qui est des candidatures indépendantes. Mais là aussi, il faut peut-être relativiser au niveau de l'indépendance de ces candidatures-là, parce que le texte dit qu'il faut avoir 300 signatures. Et dans ces 300 signatures-là, il faut encore que ce soit des personnalités qui soient soit parlementaires, soit conseillers. Non, ce qui est bien clairement dit, ce n'est pas dit chef traditionnel, mais je parle des élus, des élus locaux. Et on l'a dit, selon les régions, on a déterminé un certain nombre, 30 par région. Et on va se rendre compte également qu'à ce niveau-là, c'est une manière, j'allais dire, détournée de faire représenter l'individu par un parti politique. Puisqu'il va falloir aller chercher les signatures pour les signatures en termes de mandat au niveau des élus des partis politiques. Alors, tendance, on ne t'a pas oublié. Il y a Charles Amel doit intervenir et puis on va te donner la parole. Je sais que quand tu m'oublies comme ça, ce que je voulais te poser comme question, j'oublie aussi ça. Oui. Il faut me poser la question à table. Voilà, donc tu attends. Oui, tu... Merci avant toi, non, Charlie. Ok, Charles Amel, allez-y. Alors, nous sommes dans les années 90 lorsque le président Jacques Chirac arrive lors du sommet France-Afrique et il lance « La démocratie est un luxe
pour l'Afrique. On est en plein début de l'implémentation de la question. Pas au sommet, pas au sommet. C'est bien avant. C'est bien avant. Dans tous les cas, revenons au problème. Aujourd'hui, on se retrouve à ceci qu'on pose la question de la mauvaise application et ou implémentation de la démocratie africaine à plusieurs formes, comme vous avez dit. Qu'est-ce qui fait problème? La mauvaise intégration de la valeur, des valeurs culturelles au sein, n'est-ce pas, de cet aspect de démocratie, puisqu'il y a plusieurs, c'est les cultures plurielles, ou alors, on va le dire, c'est la mauvaise assimilation ou déformation du concept premier qu'est la démocratie. Parce qu'on se rend compte qu'en Afrique de l'Est, c'est une chose, en Afrique de l'Ouest, c'est une chose, en Afrique du Nord et du Centre, où on est fortement bantou. Et ça coince beaucoup plus. Est-ce que c'est ça le Il y a des éléments de culture qui y vont avec. C'est-à-dire, je vais vous le dire, que c'est également un problème d'homme. C'est-à-dire un changement dans une quelconque organisation que ce soit. Vous avez beau avoir le meilleur système qui existe. S'il n'y a pas les hommes qui sont porteurs de la culture qui est demandée par le système que vous mettez en place, ça coince. C'est clair que du côté de l'Afrique de l'Ouest, vous allez vous rendre compte que les gens ont une sorte de détachement par rapport au pouvoir. On s'est rendu compte, même si certains d'entre eux, on a pu le voir au Burkina, on est obligé de les chasser. Pour le dire ainsi, pour que celui qui est au quartier arrive facilement à saisir de quoi il est question. Mais dans le contexte, puisque je vous vois en train de faire le parallèle avec l'Afrique francophone au centre. Oui. Vous allez prendre. Ce n'est pas ça, cet esprit bantou qui voudrait qu'on conserve tout. Malheureusement, si vous interrogez les cultures traditionnelles qui sont celles du bantou, vous ne voyez nulle part cette logique-là. Parce que la plupart des bantous, des sociétés, vous avez deux types de catégories au niveau des sociétés de l'Afrique centrale. Les sociétés centralisées qui ne sont pas les plus nombreuses. Et les sociétés lignagères qui sont dites à pouvoir diffus. Et de ce côté-là, qu'une certaine anthropologie avait maladroitement appelé société acéphale, c'est-à-dire société sans tête. Maladroitement parce qu'en réalité, vous allez vous rendre compte qu'il y a trois types de prééminence qui existent à l'intérieur de ces sociétés-là. Prééminence liée à l'accumulation, c'est-à-dire à la richesse. Prééminence liée à l'art de bien parler, de bien dire les choses. Prééminence liée à la primogéniture. Et cette primogéniture qui n'est pas mécanique. Parce qu'en fait, chez les Bantous, l'aîné peut être devant comme il peut être derrière. Non, je suis en train de vous dire. Et ce qui montre donc finalement qu'on est en face d'un certain nombre d'acteurs de nos sociétés qui ont instrumentalisé nos valeurs traditionnelles. Aujourd'hui, partout, tout le monde vous dit que il faut donner la place à l'aîné parce qu'il est le plus âgé. Or, ce n'est pas ça dans les sociétés bantoues. On a moins de 10 minutes pour libérer notre invité. Alors, Tendance, c'est ton temps de parole pour les observations. Tu connais bien le professeur. Alors, comment tu as su que je le connais, Sam? Je le connais, c'est ma personne. J'ai 5 questions à vous poser. Donc, tu poses d'abord bien. Je pose d'abord de ça. Tu es dans mon cœur. Tu n'es pas dans mon cœur. Tu ne vis pas dans mon cœur. Il est trop pressé là. Il veut pas. Voilà. Je ne comprends pas ça. Aujourd'hui, on parle de la liberté d'expression au Cameroun. On dit, oh, le Cameroun, il y a la démocratie, il y a la liberté d'expression. Est-ce que c'est vrai? Quand vous-même vous voyez là, est-ce que c'est vrai qu'il y a la liberté d'expression? C'est un indicateur vraiment profond. La liberté d'expression, si on devait justement évaluer, on peut dire qu'il y a eu une libération de la parole. La libération de la parole n'est pas nécessairement la liberté d'expression. La libération de la parole, c'est que nous pouvons dire ce que nous avons à dire dans les médias comme on le fait là. Parce que la liberté d'expression suppose qu'en face, vous ayez des gens qui ont aussi une écoute de ce que vous dites. Or, nous disons beaucoup de choses dans les médias, les unes bonnes et mauvaises. En face, il n'y a pas toujours des oreilles pour les écouter. On a une impression que certains ont mis des oreillettes dans leurs oreilles pour ne rien entendre de ce que nous disons. Et deuxième élément, quand vous voyez l'appréciation que font les autorités administratives de l'autorisation ou de la déclaration de manifestation publique, elle est à géométrie variable. Quand c'est le parti au pouvoir, c'est facilement, parfois on n'a même pas la déclaration de manifestation qui est signée de l'autorité administrative.
Mais lorsque c'est un parti qui est dit d'opposition, qui a une certaine assise ou une assise certaine, ça devient tout à fait compliqué d'user de cette affaire. Et donc vous vous rendez compte, on revient à cette question-là, il faut les hommes qui vont avec l'habillage cosmétique qui a été mis en place. Professeur à la lunette comme pour mon patron, dont les deux se ressemblent. Bien coupé court. Donc vous ressemblez à mon boss professeur. Donc quand il regarde le professeur, il sent que vous me regardez les lunettes, c'est pas comme pour mon patron, mais c'est comme pour mon patron. Oui, tout à fait. Les deux se ressemblent. Et tu as réussi, tendance à lui arracher le sourire. Jamais terminé. On va aller dans les 5 dernières minutes rapidement avec vous, Megui, mais je voudrais, si vous permettez, dire un mot, parce que l'enjeu principal, c'est le processus électoral. Aujourd'hui, dont le calendrier est confisqué, on l'a relevé au passage par le chef de l'État, le chef de l'exécutif. Pour le cas du Cameroun, est-ce que 2018, finalement, est un enjeu? Et puis la responsabilité des politiques, les partis politiques qui semblent être anesthésiés aujourd'hui, qui sont un peu étranglés, est-ce qu'ils ne sont pas un peu complices de cette parodie, cette pseudo-démocratie à laquelle, en trompe-l'œil que nous avons? En fait, la démocratisation au Cameroun est otage aussi bien de ceux qui sont au pouvoir que de ceux qui sont dits de l'opposition. Parce que je dis qui sont dits de l'opposition. Dans la mesure où vous allez vous rendre compte que aussi le pouvoir en place fait tous les crocs en jambes possibles pour essayer de tirer profit, de gérer le processus électoral à sa guise, de manière à permettre, je vais prendre des exemples, généralement chez nous, dans le domaine de la sociologie, je ne parle pas toujours en l'air. Vous voyez par exemple la question du découpage électoral. Le chef de l'État a par exemple la possibilité, la prérogative de faire un découpage électoral spécial. L'une des rares fois où nous avons vu le chef de l'État mettre en œuvre cette affaire, c'était en 1997, et c'était dans l'extrême nord. Et on connaît avant quels sont les partis qui lui posaient problème là-bas, et ça a permis justement au RDPC de mieux s'installer de ce côté-là. Pour ne prendre que cet exemple-là, si vous allez au niveau du contentieux électoral, vous allez aussi vous rendre compte que ça pose un problème. Si vous voyez au niveau des lois qui sont censées réguler le financement des campagnes électorales, vous vous rendrez aussi compte que le Cameroun est très loin en arrière. Ailleurs, il y a deux modalités. Premièrement, on contrôle les financements privés. Deuxièmement, on essaye de mettre un plafond des financements pour qu'il y ait une égalité de chances et que les offres politiques se mettent en marche. Au niveau de l'opposition, vous allez vous rendre compte que beaucoup de gens sont spontanément déclarés hommes politiques à la faveur de la libéralisation politique qui est survenue en décembre 1990, alors même qu'ils n'avaient aucun projet politique, aucune offre politique alternative, et qu'ils ne travaillent pas véritablement sur le terrain pour socialiser les masses qui, elles, doivent pouvoir faire un choix en rapport avec, en essayant d'apprécier les offres politiques qui leur sont faites, en essayant d'apprécier la possibilité d'améliorer leurs conditions de vie au quotidien. Conséquence de course, on se rend compte que c'est encore un problème de changement de quelques biais de CFA qui changent de poche, qui aujourd'hui rendent compte du choix. C'est encore un problème de l'appartenance ethnico-tribale ou régionale qui décide au niveau de la mise en route de cette et la responsabilité des partis dits de l'opposition. Ces partis dits de l'opposition, justement, se trouvent quelque part là. Vous allez vous rendre compte que ces partis-là même ne sont pas déjà démocratiques. La plupart d'entre eux, les gens ont créé les partis et il n'y a jamais eu l'alternance à l'intérieur de ces partis. Ça vous montre leur engagement à aller vers Moi, j'ai bien peur que vos propos vont tendre à conforter ceux qui pensent qu'il n'y a plus rien à faire, ne plus s'engager, puisque vous êtes en train de démontrer que l'État contrôle tout. Tant qu'ils veulent rester, ils ont la latitude de contrôler. D'ailleurs, ils ont mis toute une machine en place pour se maintenir. J'ajouterais, est-ce que l'alternance est possible? Non, c'est pas possible. L'alternance est possible. Je vais vous le dire. À quel niveau? Je vais vous le dire. Nous avons un certain nombre d'acteurs de la société civile qui font un travail sur le terrain. Et ces acteurs de la société civile, vous voyez un monde à venir et tout le reste qui sont là, qui font un travail sur le terrain. Ce travail-là qui est un travail alternatif, qui vise à éduquer politiquement les masses. On peut dire que ces masses-là, on n'a pas encore atteint la masse critique. Mais il y a beaucoup de lueurs d'espoir.
Parce qu'il y a aujourd'hui le travail également que vous faites dans les médias. Les leaders d'opinion, les moyens de communication de masse contribuent à relever le niveau de compréhension et de conscientisation politique des Camerounais. Et je peux vous dire que dans 4-5 ans, il ne sera plus possible de venir dire je vais m'éterniser en essayant de retoucher les lois comme on le veut. Merci beaucoup, professeur Claude Abbé. Vous avez su répondre à nos questions. Dans le cadre de cette journée consacrée à la démocratie en Afrique, le Cameroun a bel et bien signé la charte africaine en cette matière qui prône donc la transparence électorale, entre autres choses. Donc, on doit pouvoir, nous tous, chacun à son niveau, pouvoir faire en sorte que ceci soit implémenté. C'était notre invité. La suite du Zénith en chanson avant la deuxième partie de ce programme. Voilà, Junior Senga qui nous a permis de nous rappeler que nous sommes bel et bien des enfants d'Afrique. Africa United également, on pourra dire dans la suite de ce vocable de 2010 à la Coupe du Monde d'Afrique du Sud, on parlait alors de Tina, This is Africa, New Africa. Donc on va rester parlant de Tina, This is Africa, New Africa. Donc on va rester parler de démocratie, hein, peut-être avec les messages que vous nous avez fait parvenir également autour de l'histoire du jour, de tendance également la colère de Charles Armel qui portait sur la série noire sur nos routes, les accidents de circulation. Pour ce qui est des SMS, on a donc Franck Alexandre depuis Douala qui nous dit « La télévision fait partie de l'éducation des enfants. De nos jours, tout doit juste être réglementé par les parents. » Non. Je pense que c'est par les responsables du ministère de la Communication et du Conseil national de la communication. La suite. Boto Didier nous dit « En ce qui concerne la télé, pendant les classes, pour moi, télé interdite pour les enfants du lundi à vendredi. » Comme vient de le dire le monsieur, alors demandez... Non, voilà. La suite. Le problème n'est pas la télé en elle-même, mais ce que les enfants y visionnent pour se distraire. Ils peuvent lire au lieu de visionner. La lecture facile reste la meilleure voie vers le savoir. Toutes les technologies ont des avantages et des inconvénients. Voilà, mais vous ne pouvez pas comparer la technologie téléphone et télévision de la sorte parce que le téléphone en tant que simple outil de communication a beaucoup plus d'utilité. Mais disons-le très clairement aussi, la télévision a quand même apporté beaucoup de conséquences dans les comportements de la plupart des enfants, d'adolescents des dernières générations. Parce que moi, je suis peut-être conservateur, mais... Et là également, je vais rejoindre ceux qui sont très souvent en train de défendre les traditions africaines ici sur ce plateau parce que de plus en plus, les attitudes de nos jeunes gens d'aujourd'hui procèdent forcément des habitudes de la télévision. Absolument, Sam. Allons même en Occident. Vous allez vous rendre compte aujourd'hui, dans tout l'Occident, qu'un enfant de 6 ans peut appeler le service social parce que maman a grondé. Et on va l'enlever de yeux familial pour déposer cet enfant ailleurs, précisément parce qu'il a vu à la télévision qu'il a vu que. Donc, je ne sais pas pourquoi, quand on le dit, non, même restons dans l'Occident, pour se rendre compte que là-bas chez eux, la télévision fait exagérément mal. J'ai dit bien exagérément mal. Ils mettent des chaînes comme le combat. C'est eux qui commencent à dire interdit au moins de 10 ans. Parce que Charles Lamel a relevé tout à l'heure la violence. La violence, la violence. Comment les enfants dans une cour de récréation, les enfants de 4-5 ans, commencent à s'exercer par des couteaux. Alors qu'ils ont volé le couteau de la maman à la maison, ils veulent, pour eux, c'est des exercices. C'est exagérément mal, Sam. C'est pour cette raison que, comme nous les Africains, nous avons encore la chance que la télévision n'est pas véritablement ancrée dans nos mœurs. Nous devons encadrer, quitte à ce que nos enfants nous appellent dictateurs, jusqu'à ce qu'ils grandissent demain et qu'eux aussi aient des enfants. Il y aurait donc la bonne et la mauvaise télé. Mais alors, de Sam Sévérin, aujourd'hui, vous ne pouvez pas demander à une jeune fille qui a un master en sociologie de vous rédiger une plainte, de vous rédiger une demande. Elle sera perdue, Sam Sévérin, parce qu'elle ne comprendra absolument rien. Mais demandez-lui qu'elle vous raconte la preuve. Lorsqu'elle se connecte via son smartphone, c'est pour connaître la fin de l'histoire, ou je sais pas, c'est Luciao, c'est qui là. Sam Sévérin, il faut parler de cette insolence caractérisée. Aujourd'hui, la jeunesse est insolente. Le respect a disparu.
pour un peu même on vous crache. La vieillesse qui était tant respectée, convoitée, adulée, aujourd'hui est devenue signe de sorcellerie avec toutes ces différentes églises. C'est à travers les télévisions qu'on a appris, que les jeunes ont appris comment utiliser les différents types de drogues, comment fumer, comment boire, les cocktails Molotov et tout ça. On ne connaissait pas lorsqu'on faisait les grèves, c'était des grèves pacifiques où les gens s'asseyaient. Aujourd'hui, vous voyez ce que ça fait parce que les gens regardent. Alors j'estime que on devrait revenir aux fondamentaux qui consisteraient véritablement à savoir donner le meilleur contenu de programme à ses enfants. Bon, très bien. On parle donc des contenus, mais ça va être difficile à contrôler de la part des parents. La suite des messages. Voilà ce message qui nous dit, très surpris d'entendre de la bouche de journalistes que nous, parents, devons interdire la télé aux enfants. Qu'est-ce qui vous manque pour améliorer la qualité de vos émissions? Mais la qualité s'est déjà améliorée. Le contenu de l'émission doit également être orienté par le gouvernement. Lorsqu'elle propose la chaîne publique où tout le monde paye les impôts. Voilà. C'est ça d'abord le gouvernement. C'est ce que disait le professeur tout à l'heure. Que demande le citoyen dans l'éducation de son enfant? Voilà, c'est ça d'abord. Ailleurs, il existe ce qu'on appelle le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, bon, qui est là pour réguler les différents contenus télévisuels. Voilà. Bon, ici, chez nous, le Conseil national de la communication a davantage une vocation répressive en direction des organes de presse audiovisuels ou bien privés. Il faut aller voir dans les contenus. C'est vrai que quelquefois, on a vu le CNC au Cameroun sanctionner certaines radios et télévisions qui avaient des mauvais contenus à proposer souvent. Mais on le dit par rapport aux enfants, au-delà des contenus, il y a même que de mon point de vue, très humblement, ce n'est pas une obligation qu'un enfant regarde la télé, franchement. Voilà. Un enfant comme une grande personne, je suis désolée, la télé peut avoir de l'influence négative sur autant les enfants que les adultes. Absolument. Mais voilà. Puisque les enfants sont contrôlables, nous sommes là pour éduquer les enfants. Puisque les enfants sont contrôlables, ce que je dis, Sam Sévérin, c'est que déjà l'éducation qu'on donne à nos enfants varie d'un foyer à un autre. Si vous préconisez un tel fonctionnement chez vous, ce ne sera pas certainement le même fonctionnement chez l'autre. On a des parents, aujourd'hui, la télé existe au Cameroun depuis, je suis désolée. On a eu la chaîne publique qui a été seule pendant un moment. Est-ce qu'il n'y avait pas de dérapage? Avant la télé, est-ce qu'il n'y avait pas de dérapage dans les comportements des uns et des autres? Je dis que on ne peut pas, je suis d'accord que la télé véhicule souvent de mauvais messages, mais puisque nous les parents avons le devoir de contrôler, il existe aujourd'hui des systèmes qui fassent en sorte qu'on peut choisir quel programme on veut montrer à nos enfants, parce que presque tous les programmes, même notre programme peut être jugé d'être violent par rapport à ce qui est dit, par rapport aux vérités qui sont décriées sur ce plateau. On parle des accidents, on a vu des images assez difficiles. Ça c'est de la violence. Bon, disons que Tendance, en nous proposant cette histoire, a d'abord voulu poser le problème de fond. Est-ce que l'enfant a droit à la télé? Si oui, en période de classe, est-ce qu'on peut avoir des interdictions de période? Je crois. Non, c'est bon, Sam, tu as bien analysé. Ça va dans le même sens. Mais j'ai un problème avec les parents qui demandent aux enfants de ne pas regarder la télé. Les enfants qu'on accouche à nos jours ne sont plus les enfants, ce sont les grands-pères et les grands-mères. Quand tu vas dire à un enfant que ne visionne pas mon bébé, il faut réviser tes leçons, il faut regarder tes cahiers, est-ce que tu vas rester avec l'enfant matin, midi, soir? Non. Quand tu vas partir à la réunion, l'enfant va voler la télé. L'enfant va visionner en cachette. Est-ce que ça leur vient de visionner en cachette? Non. Tendance, ça revient à la même chose. Vous dites à mon enfant, n'entrez pas dans la marmite sans permission. Il sait que vous n'êtes pas là, il viendra voler la viande. C'est différent. C'est pas différent. Il y a un téléspectateur qui nous a parlé de téléphone, qui a un outil de communication avec plus d'utilité et qui représente moins de danger. Je suis désolée. Aujourd'hui, sur le téléphone, on regarde la télé. Et l'enfant sait que le vol n'est pas bien. Nos enfants, sur le téléphone, les parents doivent dire aux enfants que ce n'est pas bien de voler, ce n'est pas bien de mentir. Maintenant, quand tu fixes ton enfant pour l'enfant ne va pas visionner. Quand tu ne sais pas, l'enfant va visionner. C'est pas bon aussi pour ton ce sont les enfants d'aujourd'hui qui sont des enfants têtus. On ne construit pas une société dans une contrainte. S'asseoir et regarder la télé demande qu'on le fait. C'est une contrainte que de s'asseoir. Il faut s'asseoir, regarder la télé. Pendant ce temps, on est en train d'enseigner à l'enfant de ne pas travailler. On est en train d'enseigner à l'enfant la paresse. L'enfant doit s'acter
activé, il a de l'énergie à revendre et on est en droit, nous parents, de mettre tout ce qu'il faut. À une certaine époque, on n'avait pas besoin de télé, on avait besoin de jeux comme le Scrabble, on avait besoin de jeux comme le Monopoly pour préparer, prédisposer l'enfant à certaines choses. Donc je suis en train de dire, Sam Séverin, que au-delà de tout ce qu'elle pense, moi je dis qu'il faudrait qu'on harmonise la qualité des programmes de parents qui sont, c'est ce que nous dit d'interdire. Moi je dis qu'on peut même l'interdire. Pourquoi? Parce que la télévision, admettons-le, comprenons-le tous ensemble, c'est un luxe. Donc vous dites à votre enfant, si vous voulez avoir la télévision demain, travailler, aller à l'école, et puis aller avoir vos moyens. Parce que quand un enfant veut se coucher, il croise les pieds dans un salon, il prend la télécommande, c'est-à-dire qu'il est déjà, comme on dit trivialement, on peut arriver. Donc il ne faut pas lui apprendre la facilité. Ça, justement, ce sont des moments en réalité dans l'absolu. Alors, si c'est ça la frustration, nous sommes dans l'Antiquité. Nous sommes au temps moderne. La modernité. Oui, c'est même les enfants là qui regardent les films ou encore les dessins animés, ils viennent nous expliquer. Comme tu vois là, j'ai vu, telle personne a fait ci. Ça instruit. Mais Guy, on prend la revue des réseaux sociaux avant de revenir sur les messages vers la fin de ce programme. Voilà, en ce qui concerne donc la revue des réseaux sociaux, il y a encore quelques jours, on vous parlait de ce communiqué du ministre de la Santé, André Mamafouda, qui lançait un ultimatum, on va l'appeler comme ça, au docteur Pierre-Yves Basson, président du CIMEC. Donc le docteur Pierre-Yves Basson a répondu au ministre camerounais de la Santé publique. Le neurologue chirurgien accusé donc d'avoir abandonné son poste de l'Est affirme le contraire, car selon lui, il est régulièrement présent à son poste de service. Je le cite, je vais assez régulièrement à mon poste de travail pour qu'on puisse parler ici d'une absence irrégulière où je reçois... Dans ce centre-là, je reçois 2 patients tous les 2 jours. Je ne vis pas dans cette localité. J'étais en partance pour Somalomo lorsqu'on m'a fait parvenir le communiqué. J'ai un souci avec mon véhicule. J'ai passé toute la journée au garage. Ce sont là les propos du docteur Pierre-Yves Basson. Et il indique par ailleurs qu'il a d'autres fonctions qu'il doit assurer, étant également enseignant de neuroanatomie à la faculté de médecine de Bamenda, dans la région du Nord-Ouest. Il déclare également avoir même été interpellé par les autorités locales de Bamenda afin de s'expliquer au sujet de ses absences. En plus d'être enseignant de la première à la 6e année dans cette faculté de médecine, j'encadre près de 400 étudiants, y compris les étudiants en thèse. Tout ce que je peux dire, Sam, c'est que lorsqu'il a pris le service en mai, M. Basson, Dr Basson, a informé sa hiérarchie, y compris le délégué régional, de tous ses engagements, d'abord à l'université et là où il vient d'être affecté, et même des patients qu'il avait affectés. Il a même demandé au délégué régional de la santé de l'Est et comment il peut faire, s'il peut l'aider lui en tant que patron, s'il peut les encadrer au niveau des Bertois, comment faire. Voilà le problème. Encore qu'il a dit que là où il est à Somalobo, il n'y a pas de réseau. Donc vous allez donc voir quelqu'un qui est enseignant. Il faudrait qu'au niveau, quand Femme Dongo va l'interpeller demain, vous avez abandonné les étudiants. Peut-être on te taxe parmi les gars de SINC qui ne veulent pas que l'école recommence. Il va répondre comment? Donc c'est en réalité, s'il y a une coordination de l'action gouvernementale, qu'on sache que voilà un fonctionnaire avec matricule. Il a certains nombreux engagements. Bon, on va dans le privilégié, on va dire peut-être que on lui décharge les autres trucs, les autres responsabilités qui restent à Somalobo dans le dispensaire. Qu'on le lui dise clairement. Et là, maintenant, il sera fixé. Mais c'est compliqué. Il est divisé en 20 morceaux. Ou encore en 20 parties. Lui seul, il doit être à Bamenda. Lui seul, il va être loin à Eboloba. Ça, Eboloba, non, bon. Somalobo, non, à l'est. À l'est, à Bertois. Lui seul, il va être après Bertois. Donc, après Bertois, vous-même, vraiment, décider où il doit travailler. Parce que ce n'est pas facile. Comme on dit souvent que le travail de l'autre est facile, les gens vont dire que non, il faut s'organiser. S'organiser comment jusqu'à joindre les deux bouts. Vous-même, regardez le poste où vous allez le mettre. Soit il est professeur, il enseigne des élèves, que demain il va aussi nous donner leur savoir-faire venant de leur professeur. Soit vous le laissez docteur définitivement. Soit vous le laissez travailler comme il est en train de s'organiser. Si je parle mal, pardon, dites que j'ai mal parlé. Je parle mal. Non. En tout cas, tendance, on est là dans le registre Charlamel des mauvais traitements que subissent certains employés et leaders syndicaux de la part de ceux qui sont leurs employeurs. Mais davantage, on est en pleine crise gouvernementale par rapport à certains problèmes
qui se pose avec acuité. On a eu droit d'ailleurs à la mauvaise gestion de la crise anglophone et on voit aujourd'hui qu'elle n'est pas encore totalement terminée puisque nous avons appris qu'un collectif d'enseignants, j'allais dire un syndicat d'enseignants de ce côté, pose de nouvelles conditions par rapport au recrutement des nouveaux enseignants bilingues dans les matières scientifiques. Et voilà donc encore un ministre de la Santé qui n'arrive pas à gérer un petit cas de contestation de la part. Ce n'est même pas de la contestation parce que je crois que le CIMEC revendique simplement certaines choses, on l'a dit récemment, qui peuvent améliorer la prise en charge universelle de tous les malades au Cameroun. Alors, Sam Sévérin, quand nous restons tous les jours, il ne peut pas passer un mois sans qu'au moins en 10 jours, on interpelle le ministre de la Santé. Si c'était un ministre qui voulait travailler, je pense que le cas de l'hôpital de Nebel, pour ne citer que le plus récent, l'aurait préoccupé. Pourtant, il était à Douala, il est venu pour regarder l'affaire du bateau Mercy Ship, le bateau d'avion hôpital, qui n'a pu s'occuper que de 30 cas sur 12 000 cas répertoriés, jusqu'à ce qu'on demande de revoir la hausse, comme si c'était des robots et des machines. Point d'interrogation. Passons, Sam Sévérin. Qu'il y ait aujourd'hui cet acharnement, j'appelle ça un acharnement, sur l'un des rares spécialistes que compte le Cameroun. Enseignant d'une spécialité à l'université qui encadre 400 étudiants avec l'année de thèse, mais vraiment, j'ai l'impression que ce ministre ne sait même plus quoi, il ne sait même plus ce qu'il est en train de faire. Il s'acharne sur ce monsieur parce qu'il demande la couverture universelle. La santé demande est-ce qu'on revoit le salaire d'un médecin qui sort de l'école. C'est mauvais que quelqu'un puisse réclamer de bonnes conditions dans un syndicat. Je pense qu'il devrait être respecté. Et je tiens à vous préciser que dans la zone de Somalomo, si vous ne le savez pas, il n'y a pratiquement pas de personnel dans ce centre de santé. Il n'y a pas de personnel à ce niveau. Il vous dit, il reçoit les gens tous les 2 jours. Je vous assure, moi, j'aurais démissionné. Je vous le dis, j'aurais démissionné et j'aurais abandonné Maman Fouda avec ces histoires. C'est évidemment de donner les nerfs aux gens dans un pays comme le Cameroun où on vous affecte dans un endroit. Il va faire quoi? Enlever les chics sur les pieds? Quelqu'un qui a de la connaissance, qui a du savoir, qui veut donner, il veut donner aux jeunes Camerounais, on l'envoie dans une zone où il sera inactif. Franchement, qu'on arrête ces histoires dans ce pays où les gens se croient tout permis, où les gens pensent qu'ils peuvent décider de l'avenir des gens. Aujourd'hui, les gens, voilà quelqu'un qui veut donner un sens à la vie, un sens à la nation camerounaise en formant des jeunes. Il a eu la chance d'avoir cette formation, il va encadrer les jeunes aujourd'hui. Comment vous va partir de Somalomo qui a 4 heures de Bertois? 4 heures de Bertois, quand il ne pleut pas. Quand il pleut, c'est 6 heures pour arriver à Bertois. Pour traverser Bertois, arriver à Yaoundé. Yaoundé traverser pour Bamenda. Qu'est-ce qu'on est en train de raconter? Voilà. Votre colère. On va donc dire, on en est donc à avoir des bateaux, à solliciter des bateaux hôpital, comme c'est le cas en ce moment, parce que nous avons eu un système de santé, une politique publique en matière de santé qui n'a pas pu mettre en place des structures qui permettraient de prendre en charge efficacement toutes ces personnes qui sont atteintes de pathologies dites même graves. Il y a donc cette situation que le ministère de la Santé n'a pas pu gérer. Conséquence, le Cameroun a beaucoup de ses enfants médecins en termes de milliers qui restent à l'étranger. Alors, les quelques rares qui acceptent de travailler au Cameroun, ils sont l'objet de toutes ces maltraitances-là. Alors, bon, c'est le moins qu'on pouvait dire, hein, Megui, sur ce cas du docteur Basson. C'est tout à fait affligeant quand même parce que on a cet excès de zèle, hein, je dirais, du ministre de la Santé publique. C'est même illogique, irrationnel sa façon de gérer son ministère. Parce que mettre un médecin comme le docteur Pierre-Yves Basson, neurochirurgien, on en compte combien? 4 dans tout le Cameroun, dans des conditions telles que nous pouvons l'observer. En dehors d'être médecin, il est enseignant. Alors, on voit déjà les conséquences au niveau de la faculté de médecine de Bamenda qui peuvent être observées, mais également aller l'envoyer dans un centre médical, un dispensaire. Pourquoi y faire? Pourquoi y faire? Au point de pondre des communiqués de rappel à l'ordre. Mais franchement, on est dans quel pays? Et moi je me dis quand même que c'est quand même gros que des gens se lèvent, on leur donne des postes et ils estiment qu'ils peuvent faire n'importe quoi, traiter les gens comme bon leur semble. C'est quand même, c'est regrettable et j'interpelle le chef de l'État vraiment. Autant il prend des décisions, comme on va le découvrir tout à l'heure pour ce qui est de la Camerounaise des eaux, autant il devrait frapper le poing sur la table quand il y a des, je ne sais pas si c'est des incompétents
ou des dictateurs installés à nos ministères quand même. C'est incompréhensible un cas comme celui-ci. Tout simplement parce qu'un médecin s'est levé, a pris son courage à deux mains avec des collègues pour décrier le mauvais fonctionnement de ce ministère-là, de leur corporation, de tout ce qui est mauvais dans leur corporation. Ils subissent, qu'on peut voir là. Et les dommages collatéraux, ce sont les Camerounais, les misérables Camerounais qui n'ont pas déjà d'argent même pour se soigner, qui en payent les pots cassés. Voilà, vous enchaînez donc avec la deuxième information. La deuxième information, donc, relative à la Camerounaise des eaux, et le président de la République du Cameroun, Paul Biya, donne 12 mois à la CDE pour se retirer. Le contrat de cette entreprise marocaine expire en avril 2018. Elle doit transférer ses actifs à la Cameroun Water Utilities. La Camerounaise des eaux ne bénéficiera donc pas d'une prorogation, car selon le président de la République, cette entreprise a toujours été critiquée pour la qualité de son service jugée approximative. Une appréciation que n'a pas partagée le Marocain Brahim Ramdan, le directeur de cette filiale de l'Office national de l'eau potable au NEP du Maroc. C'est vrai qu'on aurait bien aimé avoir l'image de M. Basile Atanganakuna, Charles Hamel, puisque c'est le principal concerné dans cette information, en ceci que il a été présenté comme celui qui a mis en place ses amis marocains, c'est comme ça que ça se dit maintenant dans la presse et même sur Internet. Alors, Basile Atanganakuna et ses amis marocains priaient de plier bagage. Mais moi, je ne vais pas applaudir, hein, puisque le chef de l'État qui est apparu en image est le chantre même de l'inertie. Donc, il fait des choses, on est dans la stratégie du pourrissement, on laisse les choses se dégrader pour à la fin venir sortir une décision, alors que les choses sont totalement dégradées. Bon, moi je n'attends pas grand-chose par rapport à cela. 12 mois d'ailleurs, c'est beaucoup. On va chercher un cabinet de la place qui va faire quoi en 12 mois pour attendre que Kamwate puisse prendre... Il devrait partir depuis Sam Seberan, totalisons les libères. Voilà. De la même façon que le système répressif agit sur les Camerounais, on devrait agir sur ce type de personnes. 12 mois, c'est beaucoup pour faire moins 1000 morts. C'est beaucoup. Parce qu'on n'en parle pas. Faites le tour des hôpitaux. Si le ministre de la Santé faisait son travail, il devait se rendre compte que les maladies hydriques ont atteint le pic, notamment la typhoïde. Allez faire le tour, vous allez voir combien de personnes sont hospitalisées du fait de la typhoïde. Mauvais traitement des eaux, mauvaise distribution des eaux, l'eau qui arrive avec la rue, un réseau fatigué, mais quand même, je pense qu'il faut qu'on arrête. Voilà même la présidence de la République qui paye depuis des années facture d'eau de 2 milliards et poussière, Sam Severin. On consomme quoi à la présidence de la République? Bon, en réalité, cela est bel et bien survenu du temps de l'actuel ministre Atanganakuna. J'insiste sur son cas puisqu'il a été directeur général de Kamwate également, donc il coiffait aussi les affaires qui concernent la CDE. Il a été propulsé ministre. Mais il a été propulsé parce qu'il a démontré, il a monté un projet pour démontrer au chef de l'État que comme j'ai réussi à travers la précédente gestion, je vais réussir, donnez-moi. Le chef de l'État lui a fait confiance, on lui a donné. Première chose, il a apparu sur les affiches où il a dit, j'énergise le Cameroun avec, c'était Néo, ou c'était quoi? Le chef de l'État demande donné instruction qu'on enlève toutes ces affiches-là où le ministre de l'eau, depuis quand c'est des incongruités dans ce pays. On attend de l'eau, lui il peut faire des affiches publicitaires. Oui, tendance. Ce qui me plaît, c'est que Amant, la classe va faire comment? Parce que celui qui chantait son nom, Basile Atanganakuna, l'eau sans colorant. J'espère que ceux qui vont venir vont nous donner de l'eau potable. Pardon, papa. Parce que même dans les établissements, nos enfants boivent de l'eau. Donc, de l'eau, le mot me manque même en bon français. Les enfants consomment les bourratifs. Ainsi consomment l'eau. À la maison, c'est la même chose. À l'école, alors, c'est le terminateur. À la maison, même, on peut dire, oui, je bois mon eau, après, je filtre même. Papa, si ces gens-là vont partir, comme ils vont partir en 12 mois, vous qui allez arriver là, ne nous faites pas le one-man show comme on vous connaît souvent. Parce que même quand on nomme quelqu'un, quelque part, il vient d'abord au départ, il fait le one-man show, je vais cimenter les rouges, je vais goudronner les maisons, à la fin, il nous donne parce qu'on veut. Ce qu'on a besoin, c'est de boire de l'eau potable. Buvons l'eau comme chez les Blancs. Ce n'est plus qu'au 21e siècle au Cameroun, on ne peut pas boire l'eau. Chaque jour, on coupe. On ne s'en sort plus. Alors, est-ce qu'on peut même questionner même le rôle de Kamwate aussi, aujourd'hui, depuis qu'on y a mis un nouveau directeur général aussi de ce côté? Non, Sam, le principal responsable, c'est Basile Atanganakuna. Il est venu avec ce qu'il appelle la fermage. En réalité, il a voulu disséquer une société qu'on ne voulait pas disséquer et que certains gars, même proches du chef de l'État, je vais citer un ici, Evariste Abessolo, il était contre la privatisation
de cette eau-là. Précisément, contrat d'affirmage, ça veut dire quoi en français facile? En français facile, ça voulait dire que, je veux dire, ce n'est pas une privatisation en tant que telle liquidation. On essaye de le voir, on leur donne une politique de distribution et on reste avec l'essentiel qui est Kamwata dont vous parlez, c'est-à-dire que l'aménagement, le tout. Mais en réalité, ça veut dire que nous aménageons tout, vous percevez de l'argent. Une véritable entourloupe, hein? On peut parler de Fémania en termes... Absolument. Donc, en réalité, la Fémania l'a rattrapé là. Tout à fait. L'a rattrapé et c'est ça qui fait que nos enfants aujourd'hui ne savent même pas ce qu'on appelle qualité d'une eau potable. Canard l'appelait. Incolore, inodore et sans saveur. Mais si vous ouvrez le robinet, ils vont donc aller entre ce qu'on leur apprend à l'école et ce je préfère qu'on dise que c'est une eau qui ne donne pas la maladie. Parce que jusqu'ici même, nous ne savons pas ce que nous buvons. Parfois vous ouvrez, vous voyez des petites verres rouges là qui sont en train de naviguer à l'intérieur. Vous vous demandez si on allait pointer ça dans des endroits où vous avez de l'eau qui arrive de la CDU ou de Kamwata, puisque nous sommes dans des... Tout doit la 5e par exemple n'est pas approvisionné en eau de la Sénèque, on ne connaît pas ça là-bas. Hein? Donc, en réalité, le taux de distribution de l'eau au Cameroun est encore vraiment très approximatif, finalement. Vous terminez sur ce temps. Écoutez, je pense que le président de la République on a ras-le-bol hein, des plaintes des Camerounais, mais on espère que la nouvelle société ne va pas reproduire les erreurs de la Camerounaise des yeux, parce que ce n'est pas la première fois. On change de nom, on change de gérant, mais c'est toujours les mêmes problèmes. Pénurie d'eau par-ci, qualité de l'eau douteuse. Donc franchement, le tout, ce n'est pas de les renvoyer, mais vraiment, il faut mettre en place des mesures qui fassent en sorte que les Camerounais soient quand même satisfaits sur ce plan. Ok, troisième information. La troisième information, donc, relative à notre bateau, voilà, le bateau hôpital, le Mercy Ships, qui, depuis quelque temps, est au Cameroun. Et déjà 30 patients opérés depuis l'accostage de ce bateau hôpital à Douala le 16 août dernier. Bilan dressé par l'équipe interministérielle qui a fait le point des opérations ce jeudi à Douala. Vous avez donc cet élément de la rédaction d'Equinox Télé on vous propose de suivre. Voilà. Alors que 6 000 malades avaient été sélectionnés pour être pris en charge dans l'opération Mercy Ships, le nombre a finalement été revu à la hausse par les membres du gouvernement suite à la pression exercée à travers des manifestations par des récalés. Parti en effet d'un objectif de 6 000 patients à prendre en charge. Les projections se situent aujourd'hui à plus de 12 000 malades ciblés, essentiellement constitués de personnes en situation de forte détresse sociale et particulièrement exposées aux affres de la pauvreté. Un mois après le processus, des malades continuent de frapper à la porte de l'espoir, mais en vain. Si les membres du gouvernement rappellent la fin des enregistrements des malades, reste que les portes du bateau hôpital sont ouvertes uniquement pour les victimes des fistures obstétricales. Il s'agit d'une occasion unique où on peut en opérer 500, que nous comptons sur chaque Camerounais susceptible de connaître une femme qui souffre de cette pathologie et qui peut retrouver sa dignité. Le bilan du premier mois sur les 10 que le bateau hôpital va passer au port de Douala prévoit 30 personnes déjà traitées, dont 14 qui ont rejoint leur domicile. Sur les 30 malades opérés, 14 ont eu l'autorisation de retourner à leur domicile respectif. Les 16 autres continuant de suivre les soins post-opératoires au Hope Center basé à l'hôpital de district de Nilon, ici à Douala. Au-delà de la prise en charge des patients souffrant de maladies rares qui rentrent dans les missions des médecins du bateau hôpital, 496 infirmiers et 21 médecins chirurgiens bénéficieront des formations dans le but d'assurer la prise en charge des patients pendant et après le départ des spécialistes venus d'ailleurs. Renforcement des capacités parmi les compétences locales. S'agissant de la réhabilitation des infrastructures sanitaires, celles-ci sont entièrement financées par Mercy Ships pour un coût total de 1 500 000 $ américains. La réhabilitation de certains services, des formations sanitaires devant accueillir des malades opérés au sein du bateau hôpital, rentre aussi dans les actions de l'opération Mercy Ships.
Voilà, parmi les 30 patients déjà opérés, il faut donc préciser que 10 patients pour la chirurgie maxillofaciale, 8 pour la chirurgie des fistules obstétricales et 12 pour la chirurgie orthopédique. Voilà. Alors, dans la délégation interministérielle, d'abord, la présence de Issa Chiroma n'est pas justifiée de notre point de vue. Il est en charge des questions de communication, donc relevant de la presse audiovisuelle, presse écrite. Bon, en tant que porte-parole du gouvernement, il n'était pas spécialement bien placé pour venir faire cette propagande-là. Bombok Bengal, on n'a pas aperçu de traces du ministre en charge des Affaires sociales. Marie-Thérèse Abenaoundoua représente la promotion de la femme et de la famille. Très bien. Bon, alors, une trentaine de personnes simplement prises en charge aujourd'hui. Le ministre Mamafouda a reconnu quelques limites dans cette opération. Oui, tout à fait. Il a reconnu d'abord que le niveau, sur le plan numérique, les 30, ça ne représente pas bien. Vous aurez pu aller loin, mais également qu'ils n'ont pas pu recenser un certain nombre de gens. C'est-à-dire que le mode de recensement des malades n'était pas approprié pour avoir le maximum de Camerounais qui puissent bénéficier de cet état-là. Maintenant, au niveau du ministère des Affaires sociales, ils ont dit qu'ils n'avaient pas à venir nécessairement, parce qu'en fait, il y a des éducateurs sociaux au sein des formations hospitalières. Donc, il n'a pas la charge de traiter les malades et il n'avait donc pas nécessairement besoin de venir ici, le ministère des Affaires sociales. Oui, Charles Lamé. 4 ministres pour une mission d'un jour. Combien en termes de dépenses budgétaires au moment de frais de mission, au moment où on est en train de demander de restreindre le train de vie. C'est-à-dire, il se déplace. C'est la deuxième mission, à l'espace de lancement. C'est la deuxième mission, parce que la première mission, c'était piloté par le ministre de la Santé et la Communication. Deuxième mission, c'est encore lui, mais avec 2 autres ministres supplémentaires. Dans la première mission, il y avait aussi le ministre des Transports qui était là. Voilà. Donc, vous, c'est pour voir les routes où on va transporter les malades, je ne sais pas, pour les amener à ce fameux bateau. Sam Sévérin, on dit 30 malades opérés. Ça suppose qu'on revient à la réalité. Trop de pompes de l'annonce publicitaire derrière ce bateau. On est parti de 12 000 à 6 000. 6 000, il faut revoir la hausse. On veut essayer de revoir la hausse, on a pris 30 malades. Calculons en un mois, 30 malades. Sur 10 mois, ça fait 300 malades. Sam Sévérin, ne nous trompons pas. Ils ne peuvent pas opérer 1000 malades. Ils ne pourront pas opérer. Les listes ne font que s'allonger. Et les listes ne font que s'allonger. Et on demande de revoir encore à la hausse. C'est une façon de tromper les Camerounais. Mais je ne sais pas s'ils peuvent se placer. C'est-à-dire, le ministre de la Communication, le ministre de la Santé peuvent passer devant un miroir et se regarder en disant « Je véhicule de bonnes informations à tous ceux qui sont en train de... » C'est une opération bien mal partie, donc tendance. Là, je crois que c'est un pas en avant, Sam. C'est déjà un pas en avant. Je vous encourage, mon cher gouvernement. Je vous félicite. C'est mon point de vue. Nous, les Camerounais, on se plaint trop. Les 30 personnes, là, c'est déjà bon. Et ça va aller un peu. Ce n'est pas qu'ils sont là pour rentrer demain ou après-demain. Ils sont là jusqu'en juin. C'est ça, mon mot. Oui, jusqu'en juin. Ils sont là jusqu'en juin. Maintenant, et jusqu'au mois de juin, ça peut atteindre combien? Comme ils font 30 par mois. Non, je ne peux pas encore. Ça peut être moins comme ça peut être plus de 30 ou plus de 60 même. Ça dépend de leurs humeurs, ça dépend aussi du cas. Il y a les maladies cas par cas. La même chose. Quand tu peux aujourd'hui à l'hôpital, tu as une toux. Il y a tout et tout. Vous avez la toux chronique, la toux qui n'est pas trop chronique. On sait comment on traite ça. De deux, ne mettez plus trop de pression. Vous allez pas, les blancs là vont aller nous rater les opérations. Il faut les laisser faire leur travail. C'est les gens qui étaient à l'école pour ça. On ne se lève pas un matin pour venir dire qu'on va traiter les maladies rares. Non. Merci beaucoup. On n'en dira pas plus. Merci. On va voir ce que ça donnera avec cette note d'espoir, de tendance. Le temps est venu de prendre interpellation à présent, avant la suite. Je pense qu'il faut revoir le système éducatif. C'est-à-dire qu'il faut un enseignement qui est plus adapté à nos besoins sur le terrain. Et non pas un enseignement uniquement théorisé. Ça, c'est la première des choses. Et la seconde des choses, c'est lutter contre la corruption. Les deux volets du système éducatif, lutte contre la corruption, sont les piliers de tout système qui va être productif. À tous les niveaux de la société, avoir des modèles sociaux qui sont basés sur la réussite effective. C'est-à-dire que l'origine de la richesse doit être analysée sur tous les plans. Et cela implique qu'on doit revoir comment est-ce que les gens font pour acquérir de l'argent. C'est-à-dire que lorsque vous faites un investissement, on doit voir qui est à l'origine des fonds, qui finance les investissements. Ça, c'est indépendant. Mais le plus important, comme je dis, c'est le système éducatif. On doit avoir un système éducatif qui est adapté aux besoins de notre pays.
l'agriculture et l'industrie de base, c'est-à-dire que l'industrie de transformation. Sur interpellation. Oui, il a relevé des problèmes, notre compatriote, le système éducatif et la corruption. Moi, je préfère parler du système éducatif qui doit être adapté à nos réalités. Je partage ce point de vue, Sam, et les premiers intellectuels, l'un des plus grands sociologues que le Cameroun, après l'indépendance, a connu, Jean-Marc Ella, il était prêtre. Il a écrit un livre en 1970 aux éditions Clé, La Plume et la Pioche, pour dire qu'effectivement, l'éducation au Cameroun devrait intégrer notre cadre environnemental. C'est le même roman, en fait, dans le même sillage que Serba Kobio publie quelques temps après le roman Les Maîtres du Canton, qu'il a transformé dans son film Sango Malo. En réalité, c'est pour dire quoi? Pour dire aujourd'hui que nous sommes dans un pays où tout est à construire et on nous dit qu'il n'y a rien à faire. L'agriculture, par exemple, l'université de Tchad ne forme plus des ingénieurs agronomes. Il y avait une école d'agriculture ici à Dibombari qui est fermée depuis longtemps. Aujourd'hui, on parlait des ingénieurs, des recrutements de 1000 enseignants scientifiques, alors que depuis 1979, qu'on a mis en place, je dis bien en 1979, qu'on a fait une ordonnance pour faire du Premier ministre Paul Biya le successeur constitutionnel du président Ahidjo. On met en place des lycées bilingues d'application pour former les Camerounais bilingues dans les matières scientifiques, techniques et tout. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas réussi à former un Camerounais bilingue dans des matières scientifiques. Voilà où on en est et on veut recruter 1000 enseignants là. Voilà où on en est. Donc, quel est donc notre environnement? Il n'en est pas question. Donc, voilà, mais sur interpellation, je suis tout à fait d'accord avec Bombok et aussi notre compatriote qu'il faudrait justement adapter notre système éducatif à notre contexte sociétal. Voilà, donc que les gouvernants mettent tout en place pour que ce soit fait ainsi. Voilà, cher Lamel, je ne fais que rire. Je ne fais que rire, pardonnez-moi. Je ne veux rien dire là-dessus, je ne fais que rire parce que c'est à fond se moque de nous pauvres Camerounais. C'est sur la forme. Vous voyez, tout à l'heure, Bombok a relevé toutes ces incongruités qui entourent le système. Vous avez un trop plein de conseil national de contrôle d'agrément de la qualité des livres, conseil national de l'éducation, conseil national de ceci, conseil national de cela. Ça sert à quoi, Sam Severa? On a eu les états généraux de l'éducation, on n'a jamais vu ce à quoi ça aboutit. Voilà notre problème qui est en train de se créer là tout de suite et qui avait été relevé lors des états généraux de l'éducation, Sam Severa. Ça a été un des points principaux débattus pendant les états généraux de l'éducation. Aujourd'hui, on va retomber encore dans les mêmes travers. Finalement, on fait la danse mafia. Un pas devant, deux pas en arrière. Voilà. Alors, on va continuer. Tendance, tu voulais ajouter quelque chose? La corruption. Oui. La corruption ne peut jamais finir dans le pays civil. Ici au Cameroun, quand tu accouches un nouveau-né, quand l'enfant respire l'air du Cameroun, il devient corrompu. Donc ça, ce n'est même pas à discuter. Et j'en ai terminé ça. Merci beaucoup. On passe donc à l'un de nos partenaires qui est là. On va parler de mode dans ce programme avec nos amis de Desimode qui sont là pour une petite présentation. Mais d'abord, on va regarder à quoi est-ce que ça ressemble. Rentrée académique 2017-2018 chez G Desimode. Vous êtes un fan du chic et du glamour. Une seule adresse. G Desimode. En quelques mois seulement, devenez un vrai professionnel de la mode grâce à une formation bilingue. En stylisme, modélisme, chapellerie, décoration et accessoires de mode. Faites le bon choix et réalisez votre rêve grâce à une formation bilingue chez G Desimode qui vous donne un accès direct à l'emploi. Infoline 693 33 21 48 673 36 60 36. G Desimode, la mode au grand jour. Voilà, la mode au grand jour pour en parler. Donc, sur ce plateau, une belle représentation avec vous, Patrick Goldman. Bonjour. Bonjour Sam, bonjour à tout le plateau, bonjour à tous les téléspectateurs de Kinos Télévision. Vous êtes bien représenté plutôt donc aux couleurs de Desimode qui est tout à côté de vous. Alors, c'est quoi le menu de cette présentation? Disons qu'aujourd'hui, nous venons parler de la rentrée académique 2017-2018 chez G Desimode qui aura bel et bien lieu le 4 octobre prochain. Et donc, G Desimode qui existe depuis 3 ans va, à cette occasion, parfaire
les sortants, la première cuvée des sortants qui ont fini leur formation cette année. Et donc, J'ai des Mode forme en stylisme, modélisme, chapellerie, décoration et accessoires de mode. Et nous ne tenons pas compte du niveau intellectuel des apprenants. Vous pouvez arriver même avec un CEP. Si vous êtes passionné de la mode, nous vous donnons les outils, tous les outils nécessaires afin que, sortant de notre institut de formation, que vous deveniez un vrai professionnel de la mode. La première des choses, donc, c'est d'avoir la passion. Et dès que vous avez la passion, nous vous mettons le pied sur l'étrier et vous devenez, en quelques mois seulement, l'un des plus grands professionnels de la mode. Ce qui nous caractérise par rapport aux autres centres de formation, c'est que nous faisons une formation bilingue. Que vous soyez anglophone ou francophone, vous avez la bonne porte ou cogner, c'est chez nous. Et nous vous donnons véritablement le goût. Si vous avez la passion, cela ne suffit pas parce que quand vous venez chez nous, on vous dit exactement comment est-ce qu'il faut agencer des couleurs, comment est-ce qu'il faut choisir les tissus, comment est-ce qu'il faut prendre des mesures et tout ce qui va avec. Le stylisme consiste donc à concevoir les modèles et le modélisme à les monter, c'est-à-dire que les modèles qui ont été conçus deviennent des tenues à mettre. Et maintenant, vous avez la chapellerie pour faire des jolis foulards, des chapeaux et tout ce que vous pouvez imaginer. Des accessoires de mode, les femmes qui se marient en savent quelque chose. Vous avez des gants, vous avez des boucles, vous avez des colliers qui se font, qui avaient l'habitude d'être achetés à prix d'or à l'extérieur. Mais aujourd'hui, grâce à J'ai des Mode, vous pouvez les avoir sur place au Cameroun. Et donc, elle n'a pas voulu garder cette passion-là toute seule. Depuis 3 ans donc, grâce au gouvernement camerounais qui nous a donné l'agrément, nous formons les jeunes Camerounais et nous en avons formé jusqu'à présent plus de 50. Et la première cuvée, donc comme je le disais, sort le 3 novembre prochain où nous organisons un très très grand défilé qui va donc comporter la collection de cette année de J'ai des Mode elle-même et puis la collection de tous les apprenants de notre institut. Voilà, pour cette rentrée académique, dont la promotrice de ce centre de formation en stylisme, modélisme est avec vous. Est-ce qu'elle a juste 2 petits mots à nous dire, madame? Bonjour. Bonjour, Sam Sévérin. Ce que je pourrais dire ce matin à tous les téléspectateurs d'Equinox qui m'écoutent, c'est juste de leur dire de ne pas désespérer s'ils ont des enfants à la maison qui ont un talent et un talent en ce qui concerne la mode, de ne pas continuer à garder les enfants à la maison, de les envoyer vers J'ai des Mode parce que c'est le centre de formation professionnelle. Quel que soit le niveau, parlez plus fort, madame. Oui, quel que soit le niveau. Nous sommes situés au Carrefour Paris d'Ancien, à quoi? Oui. La formation ne coûte pas cher, j'espère. Non, la formation ne coûte pas cher. Tendance, la formation est au niveau du Camerounais moyen. Et je dirais aussi que, quel que soit le niveau, si vous avez un CP, un BPC, un BAC, un BTS, vous venez à J'ai des Mode et puis on saura comment vous orienter pour que vous puissiez parfaire votre talent. Très bien. Alors, Patrick Goldman, on va sortir. Est-ce que vous avez quelques présentations spéciales? Parce qu'on vous voit avec les mannequins jolis qui vous entourent avec de belles collections, rapidement. Oui, oui, effectivement. Ça, c'est non seulement des mannequins, mais ce sont les étudiantes. Et donc, les tenues que vous voyez là sont des tenues faites main, c'est-à-dire les finitions sont faites à la main. Et c'est chacune qui a élaboré sa propre tenue. Son modèle. Voilà, donc. Je veux coudre les deux. Elles ont dessiné. Vous pouvez vous retourner un peu. Voilà, donc. On voit comment vous êtes belle. Elles ont choisi le tissu, elles ont dessiné, elles ont coupé, elles ont fait leur finition, leur propre finition. Et donc, l'équipe managériale était là pour les encadrer. Donc, je veux dire pour terminer que non seulement nous ne tenons pas compte du niveau intellectuel, mais aussi quand vous venez chez J'ai des Mode, soit vous avez acquis une formation non finie ailleurs, nous on va vous permettre de la parachever parce qu'il y a les IH qui donnent beaucoup de théorie. Chez nous c'est 90% pratique et 10% seulement de théorie. Donc il y a beaucoup de gens dans les autres instituts qui vous font beaucoup écrire et lorsqu'il faut déjà monter un vêtement, il n'y a pas possibilité. Alors Patrick Goldman, c'est converti dans la mode? Ah, disons que Charles Abel, c'est la communication. On fait de tout
Et toi-même, je t'y invite parce que tu vois, je suis bien entouré. Et comme je te sais avoir du bon goût et je sais que tu vas me suivre. Donc, vous savez, c'est donc ça, J'ai des Imotes. Merci beaucoup. Oui. On est au terme. J'ai des Imotes, donc c'est le centre de formation en stylisme, modélisme, dont la rentrée est prévue très prochainement avec un grand défilé prévu en tout début du mois de novembre. Merci beaucoup d'être passés, messieurs et dames. Rentrée académique 2017-2018 chez J'ai des Imotes. Vous êtes un fan du chic et du glamour. Une seule adresse. J'ai des Imotes. En quelques mois seulement, devenez un vrai professionnel de la mode grâce à une formation bilingue. En stylisme, modélisme, chapellerie, décoration et accessoires de mode. Faites le bon choix et réalisez votre rêve grâce à une formation d'accès direct à l'emploi. Infoline 693 33 21 48 673 36 60 36. J'ai des Imotes, la mode au grand jour. Voilà la suite de ce programme, le Zénith. Je dois rappeler que nous sommes en pleine célébration de la semaine dite des martyrs, hein, depuis le 13 septembre dernier, date anniversaire de l'assassinat de M. Robin Oumniobé. Eh bien, les gens de l'Union des populations du Cameroun du côté de Yaoundé ont tenu à présenter à la presse le fameux projet de cette semaine des martyrs qui va donc être consacré avec très bientôt le retour de la dépouille de M. Abel Kingé qui est resté inhumé du côté de l'Égypte, voilà, parce que c'est l'une des plus belles histoires du nationalisme camerounais dans les rangs de l'UPC dans les années 50. Il a donc dû recevoir la bénédiction et l'onction des plus hautes autorités, les chefs de l'État, avec la collaboration des gens de l'UPC qui vont donc devoir mener cette opération dans les toutes prochaines semaines en attendant qui a été Abel Kingé. Bon, il faut rentrer dans les livres d'histoire et peut-être vous tapez sur Internet de ce nom-là. Voilà, Charlemagne. Il n'y a rien qui soit connu sur Abel Kingé. Voilà, et comment André Blaise et Sama, il connaît toute l'histoire. Je pense que Sam Sévérin qui ne devrait pas s'arrêter. Ça devait être un mouvement collectif qui devait permettre le retour de toutes les dépouilles. Il ne veut pas engager une action pour une personne. L'action a été plutôt initiée par la famille. C'est une action initiée par la famille. Et puis voilà, donc je pense qu'il y en a plein. Guinée-Conakry, il faut que tout cela revienne ici au Cameroun. Y compris celle peut-être de l'ancien président. Non, ça c'est un autre dossier. C'est pas un autre dossier. C'est un dossier puisque sa fille, a appelé le chef d'État son papa. Donc elle a dit, espérons que la fille et le nouveau père vont pouvoir gérer cette situation. Très bien, maintenant on va à nouveau prendre connaissance avec notamment ce produit miracle qui efface les vergetures. Ça s'appelle Vergeture Off. Saviez-vous que 40 à 50% de la population est préoccupée par les vergetures? Heureusement, il y a Vergeture Off. Votre crème anti-vergeture fabriquée à base de plantes et de fibres naturelles. Vergeture Off favorise la régénération cellulaire, stimule la production du collagène qui restaure l'élasticité de votre peau. Et en plus, les résultats sont visibles dès le 7e jour. Avec Vergeture Off, vous ne cacherez plus jamais votre belle peau. Vergeture Off repart et protège. Vergeture Off, le miracle du cosmétique. Voilà pour en parler encore ce vendredi, Madame Vergeture, Mariette Médion, bonjour. Bonjour Sam Sévérin, comme tous les vendredis, honneur aux hommes pour négocier le week-end. Bonjour Bombor, bonjour Chalamel. Merci beaucoup. Madame Vergeture Off. Alors, première question, comment distinguer Vergeture Off des autres produits sur le marché? Alors, avant de répondre à cette question simple, vous ne cacherez plus jamais votre belle peau grâce à Vergeture Off. Alors, comment distinguer Vergeture Off des autres produits sur le marché? Vergeture Off se distingue de par ses ingrédients ciblés et sélectionnés pour répondre aux attentes des utilisateurs, de son conditionnement, c'est-à-dire sa double protection, de son couvercle extempié de Vergeture Off, de son super parfum et surtout de son prix à la portée de toutes les Camerounaises et les Camerounais. Et aujourd'hui, vous nous dites qu'il est possible d'utiliser Vergeture Off comme
crème normale de beauté. Pourquoi? Est-ce qu'il est possible d'ailleurs? Oui, bien évidemment, Sam, on peut utiliser Vergeturov pas seulement pour éliminer les vergetures sur l'ensemble du corps, mais pour hydrater en profondeur la peau. Et elle restaure également, cette crème restaure également l'élasticité de la peau, qui la rend lisse, bien sûr. Voilà, et les personnes de plus de 50 ans, par exemple, peuvent-elles utiliser cette crème miracle? Le vieillissement cutané est un phénomène physiologique inéluctable. Vergeturov a la capacité de restaurer l'élasticité de la peau, preuve qu'elle agit effectivement sur des peaux matures, autant pour moi. Donc, si vous avez plus de 50 ans, vous pouvez utiliser Vergeturov, très efficace. Et qu'en est-il des personnes vivant dans les zones rurales qui sont reculées? Oui, les personnes vivant dans les zones rurales, Vergeturov étant tellement sollicité, donc nous sommes dans des zones Ayos, Abombang, Ngolmendunga, parce que Vergeturov déploie autant de moyens pour satisfaire des personnes vivant dans les zones rurales. Voilà, vous allez sortir avec les contacts, vous nous les rappelez vous-même, qui s'affichent? Oui, nos contacts, il faut rappeler que nous sommes déjà au Gabon et nous répondons au 241 07 21 18 72, 241 07 21 18 72, et au Cameroun, c'est le 694 88 84 57. Ou alors, allez simplement sur notre page Facebook pour plus d'informations. Voilà, merci beaucoup. On est au terme de cette présentation et la semaine prochaine. Très bon week-end. Merci Sam. Saviez-vous que 40 à 50% de la population est préoccupée par les vergetures? Heureusement, il y a Vergeturov. Votre crème anti-vergeture fabriquée à base de plantes et de fibres naturelles. Vergeturov favorise la régénération cellulaire, stimule la production du collagène qui restaure l'élasticité de votre peau. Et en plus, les résultats sont visibles dès le 7e jour. Avec Vergeturov, vous ne cacherez plus jamais votre belle peau. Vergeturov repart et protège. Vergeturov, le miracle du cosmétique. Voilà, on a quelques petites minutes avant de sortir les messages, les tout derniers qui peuvent être lus. Voilà donc ce message qui nous dit: la Camerounaise des eaux est une escroquerie organisée. Elle impute chaque mois 4 mètres cubes à chaque facture et cela vous fait payer la TVA alors que vous n'avez pas atteint le niveau demandé. Je ne sais pas de quel niveau il parle. Donc, on a cet autre message qui nous dit: le problème du Cameroun, c'est que personne ne gouverne, chacun fait comme il veut. André Mamafouda sait qu'on ne lui fera rien du tout, comme tous ceux qui volent notre argent. Nous tuons nos ressources humaines et nous parlons paradoxalement d'émergence. Qui trompons-nous, Djambé? La preuve est qu'ils ont organisé un forum de la diaspora et aucun Camerounais de la diaspora n'est revenu. N'est venu parce qu'effectivement, ils se sont rendus compte qu'il y a une entourloupe. Au lieu d'enlever une fois la loi qui régit le code de nationalité, la loi de 68, ils ne veulent pas. Ils pensent qu'ils vont embobiner les gens dans la même source. Voilà, tout dépend, à propos de l'histoire du jour, hein, tout dépend de la manière de communication avec nos enfants. Sinon, pourquoi avoir donc un téléviseur chez soi juste pour ne pas vagabonder au quartier Gaël Tanga? Non, on réglemente le téléviseur aux enfants. Nous avons dit nos enfants auront en face des Coréens, des Gabonais, des Allemands, de mettre dans ce système de la mondialisation. Il faut bien qu'ils se préparent. Mais à l'heure des classes, on les oriente, peut-être le week-end seulement. Et en choisissant, ne devenant plus en mesure qu'ils grandissent. Ça peut être contrôlé, on ne veut pas contrôler, non, pas tout le week-end. Ils ont des émissions spécialisées enfants. Ils ne vous regardent pas tout. Ce n'est pas. Maman va regarder El Diablo. Il a un enfant de 6 ans, va faire quoi à côté de maman qui regarde El Diablo ou je ne sais pas quel. Ou alors on fait le système tendance de 2 téléviseurs, un pour enfants et un autre pour adultes. La télé dans la chambre des enfants finalement. Vous êtes d'accord? Ils ne vont pas dormir. Ils ne vont pas dormir. Le problème, c'est que il faut carrément leur laisser la télé dans la chambre. Pendant que je sois allongé au canapé, que mes enfants soient aussi en train de visionner, de regarder ce qu'ils veulent. Je ne dois pas frustrer mes enfants quand le Seigneur me donne encore le petit souffle de rester à côté d'eux. Ils doivent visionner. Au moins, demain, si je meurs, ils peuvent aller se balader partout, que ma mère est décédée. Donc, on fait ce qu'on... Tu regardes Novella TV avec les enfants? Pas Novella, la télé, même si c'est manga que mes enfants regardent, je les accompagne. Quand ils font les commentaires, moi aussi je fais. Ça m'aide aussi à m'éduquer. Alors, moi, je vais ramener un compte courant, Sam Sévérin, lorsque vous faites le tour en Iran, en Irak, dans toute la zone du Moyen-Orient. Vous vous rendez compte que, étrangement, ils ont banni les chaînes occidentales.
Absolument. Ils ont banni les chaînes occidentales. Même en Chine, toute la Chine. Toute la Chine, ils ont banni les chaînes occidentales. Est-ce que vous ne vous rendez pas compte que l'asservissement continue, même encore, avec la qualité de la qualité d'émission, de production qu'on sert aux Africains? Ça me sévère. Je pense qu'il faudrait qu'on voit. La première libération commencera par là. Parce qu'on donne un peu plus d'émissions de divertissement. Regardez toutes ces chaînes occidentales de 6h à midi. Qu'est-ce qu'on dit? C'est pour ça que Sam disait tout à l'heure que notre Conseil national, la CNC, c'est vrai, il faut vraiment planifier notre l'orientation de programme. On ne peut pas rentrer. Lorsqu'il revient de classe, il doit se laver, il mange, il se repose, il se lève pour se cahier. Après le cahier, il peut faire laver les assiettes, nettoyer la maison, se reposer, se lever le matin, car il aura besoin d'une tête bien faite et bien pleine. Encore que l'UNESCO nous a appris que tous les génies dorment beaucoup. Oui. Si on laisse dormir les enfants pendant longtemps, ils seront les génies. Ben voilà. Voilà, et ne n'oubliez pas que nous sommes au Cameroun. Absolument. Il ne faut pas que les Blancs nous trompent. Ils dorment tôt. Même chez les Blancs, on est là au lit, et c'est comme ça, même quand ils se lèvent tôt, à 5 heures, il s'est couché à 20h30. Je connais un qui doit à 4 heures. Plus de vigueur. Je connais un qui doit à 4 heures. Ce n'est pas 4 heures, il dort pas. Très bien. Merci. Au nom de la liberté de critiquer, nous allons évoquer la téléphonie mobile au Cameroun, les services auprès des différents usagers que nous sommes et toute la cacophonie qui existe dans ce domaine depuis quelque temps. Beaucoup de difficultés à passer, à mettre des communications en raison des perturbations très fortes dans le réseau téléphonique de la part de tous les opérateurs d'ailleurs, sans exclusive. Alors, c'est quoi le problème? Vous appelez un numéro, parfois on vous dit qu'il n'est pas attribué. Vous tentez de joindre quelqu'un, vous le ferez beaucoup de fois avant de pouvoir y arriver. Alors, que dire même du taux de communication en matière des prix qui sont pratiqués? On a un moment ici commencé à se plaindre des frais exorbitants qui sont désormais exigés par rapport à ces compagnies-là qui font désormais dans le transfert d'argent, puisqu'ils se sont rendus compte que ça marchait bien. Eh bien, on a jugé utile d'augmenter les prix au moment où vous envoyez de l'argent et à la personne qui reçoit. Bon, ça, ce n'est même pas plus grave. Revenons à leur activité principale, qui est, par exemple, Internet et le téléphone. Parce que même pour les communications et les différents forfaits Internet, ce n'est jamais véritablement ce que vous devez consommer qui vous est réservé. Alors, c'est quoi l'entourloupe? C'est à quel niveau? Et ici, on va donc encore interpeller l'agence qui est chargée de réguler tout cela. La RT, à quoi sert-elle? Au-delà même du rôle du ministère des Postes et Télécommunications, où on délivre à contre et à tort et à travers les agréments, parce que désormais, on nous dit que l'opérateur Vodafone doit être interdit au Cameroun. Comment est-ce qu'on a d'abord pu leur attribuer l'agrément? Aujourd'hui, donc, c'est beaucoup de cacophonie dans le secteur des télécommunications et ce sont les usagers qui sont les principales victimes. Encore, malheureusement, le citoyen camerounais abandonné à lui-même parce que l'État ne fait pas beaucoup pour le protéger. Que dire peut-être aussi des associations des consommateurs qui devraient, en cette matière, jouer pleinement leur rôle pour dénoncer toutes ces pratiques qui ne sont pas dans le sens de nous permettre de nous sortir bien dans notre propre pays. Merci, très bon week-end. C'était le Zénith. À la semaine prochaine. Bonne suite des programmes sur Equinox Télévision.